Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. On va saluer nos invités. Aristide Kouevidien d'Afrique Info Sport, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Félix Ouala de Foot Chronique, merci, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous. Mohamed Touré, que vous connaissez bien, observateur du football national, est en studio, bonjour aussi. Bonjour Franck, bonjour la table et puis à tous les auditeurs de la référence sportive. Très bien. On va commencer par parler championnat national de football de deuxième division. Vous savez que ce week-end, ce sera la 11e journée dans les deux zones. Il y a des matchs assez intéressants. Au sud, par exemple, le leader en temps 2 se déplace à Tabligbo pour y affronter à Arabia de la localité. Arabia qui a envie de revenir dans la course pour se positionner afin peut-être d'essayer d'avoir le seul ticket de cette saison au niveau de la zone sud. Du côté de la zone nord, c'est l'AS Bina pour le moment qui contrôle, qui dirige les débats. On va en parler et nous commençons justement par parler de la zone nord avec ce match, on vous l'a dit, entre l'AS Bina et Agoua de Koussountou. Agoua de Koussountou, donc, qui aussi fait une opération remontée. Mais là, Bataba Bala Kimwe ne voit pas ça. Pour lui, il n'y a que la victoire qui compte sur ce match-là. Il faut noter qu'à l'aller, c'était 0 but partout. Et donc, pour d'abord Kakakin Talon, il va falloir mettre la différence, mettre un peu d'écart. Et par rapport à ça, nous avons essayé de faire l'analyse du match passé contre Fukba, où notre éternel problème reste la finition. Et donc, au cours de la semaine, les 4 objectifs de nos séances ont été passés en revue. D'abord, le niveau physique qui a été contrôlé le mardi, consolidé. Les éléments techniques aussi, surtout les passes courtes et longues, histoire de revoir les précisions dans les passes là. Et nos tactiques qu'on a essayé de greffer sur nos systèmes de jeu par rapport aux animations offensives et comme défensives. À la fin, nous avons fait une séance de mise en place, histoire de remonter le moral à nos joueurs. De toute façon, aujourd'hui, ils sont prêts sur tous les plans et voilà, l'objectif est clair. Ce sont les 3 points, quoi. Les 3 points ou rien. Bataba Bala Kimwe, entraîneur de l'AS Bina, par rapport à ce match-là qui a lieu pour le compte de la 11e journée où l'AS Bina reçoit Agoua de Koussountou. Vous savez également que Kakale de Doufelgou reçoit Bundia de Ketao, pas très en forme ces derniers temps, mais qui a gagné sur la journée précédente. On voit également US Agbandi Fouadan, le CDF Aknour qui a un nouvel entraîneur en la personne de Boubacar Fofana Diouf. Est-ce qu'il peut redresser cette équipe qui végète, on va dire, dans les profondeurs du classement dans la zone nord? C'est la question qui se pose. Bikinti joue contre Doumbé de Mango pour le compte de cette 11e journée. Nola Kinaborosé, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à Sport FM. Tout va bien? Ça va bien. Très bien. Alors Aristide Kouevidien, au niveau de cette zone nord, on voit que l'AS Bina contrôle les choses depuis la phase aller. On tombe dans la dernière phase, c'est-à-dire la phase retour. Et sur ce match qui va être très très important, ce n'est pas encore un match décisif face à Agoua, mais les 3 points sont importants dans la course au titre face à un club qui revient, Agoua, qui visiblement fait une opération remontée. Oui, et je pense d'ailleurs que ça va être un match assez intéressant, même si ce n'est pas décisif, comme vous l'aviez dit. Je pense que l'AS Bina de Pagouda, depuis quelques années, essaie quand même de faire l'essentiel pour monter donc en première division. Malheureusement, eh bien, il y a des cadres donc qui sont souvent sur la route. Rappelez-vous, il y a quelques saisons, dans cette zone nord, c'est l'AS CK qui a barré donc la route à pas mal de formations dans cette zone. Après, on a eu également Sarah Football Club qui a barré la route à pas mal de formations. Et donc, visiblement, on se rend compte que même la saison dernière, avec, disons, les ballottages qu'on avait connus, dont, par exemple, disons, le ballottage entre Unisport et Agoua de Koussountou, oui. On se rend compte que cette saison encore, eh bien, l'AS Bina n'a pas encore dit son dernier mot. Eh bien, cette formation chère à ce membre du comité exécutif Pré, oui. Qui a certainement envie donc de monter en première division et est en train justement de faire l'essentiel. Alors pour moi, je pense que ça va être un peu déséquilibré. C'est vrai que Agoua affirme donc de très
peut-être très belles intentions à cette reprise, mais je pense que ça va être compliqué parce que là, l'AS Bina a un groupe depuis et que cette équipe a prouvé de très très belles choses depuis l'entame donc de cette deuxième division de cette saison, je voudrais dire. Donc je pense pour ma part que ça va être compliqué, mais au finish, je suis en train de voir une victoire en téléchargement de l'AS Bina. Puisque du côté nord, on a en tout cas de très belles ambitions du côté de ces équipes. On va y rester dans le septentrion d'ailleurs, où nous retrouvons Guler Inoussa. Guler, bonjour. Bonjour Franck Nouniama, bonjour aux auditeurs de la référence sportive 91.9. J'entends tout à l'heure un confrère parler de l'AS Bina. Nous sommes en route. Nous sommes à quelques attablures, peut-être dans cette ville, au mule Capoquier. Franck Nouniama, bonjour. Bonjour. Oui, avec vous, on parle justement de la 11e journée de la D2, de la 20e journée de la D1 et qui, on va dire, donne sur une trêve encore une fois. Et puis, de la Coupe de l'Indépendance édition 2020. On y va. Oui, je crois que peut-être vous voulez qu'on retourne en arrière, peut-être pour une semaine. Je crois que les différentes équipes se sont vraiment montrées de quoi elles étaient capables. Et sur une explication, dans un derby de la COSA, on a vu du beau football. Hein. Mais je crois les mêmes joueurs, quand on n'avait pas du gazon synthétique, on les accusait innocemment. Hein. On les accusait innocemment. Il y a eu une confrontation LTK Asco où les deux équipes ont roulé le ballon jusqu'à 180 à l'heure. Au finish, le petit a pris la revanche sur le grand avec ce petit de la 87e minute. Et là, finalement, c'est Koudaba qui libère. Les conducteurs de la COSA qui ont embarqué à bord de leur véhicule se mis remorque en direction, ou peut-être en direction peut-être la gare routière de la COSA. Au finish, le secrétaire général à la fin disait ils ne peuvent pas nous gagner en aller-retour. Ce n'est pas possible. On s'est préparé et finalement, c'est le but libérateur. Nous avons gagné de 1. Il y a eu du football. Bref, c'est la COSA qui gagne. Laissez entendre notre supporter. Mais il y a encore beaucoup de choses à voir au niveau des différents publics. Et c'est facile de se connaître, qui a passé pratiquement 5-6 jours en passant par Ouamé, un nul de 1 but partout. On attendait peut-être la réaction du dynamique togolais. A dictat commis à montrer je suis là, le nouveau locataire, en présence du président Antoine Yasson Havana, en état-major des forces armées togolaises. Et 1, et 2, et 3. Et ce que le public a retenu, surtout les supporters de ces matchs de Tokoré, nous avons gagné Dito. Et nous avons obligé au Loupari à jeter les fins de citation. Et là, Koro qui mettait le Tamba. Selon les informations, ils ont bien joué à Tapamé, mais finalement, ils ont perdu. Un problème interne, un problème qu'il faut revoir. Sinon, ça sent mauvais à l'état-major de Koroki. Une histoire, c'est chute libre, mais attention, tout le monde se reposer. Mais ce n'est que peut-être semi-repos, où tout va reprendre directement le mercredi en milieu de semaine. Pour la Coupe de l'Indépendance, Franck Nouniama. Oui, pour la Coupe de l'Indépendance. Vous venez là de brosser la 20e journée au niveau de la D1. Lorsqu'on aborde la D1, la D2, c'est l'acte 11 ce week-end, Guler Inoussa. Oui, l'acte 11, on a bougé presque beaucoup de lignes. Fofana Aboubakar qui est arrivé à la tête de CDF Aknour. Je crois qu'il a perdu sur la petite marque le week-end dernier à Fouadan. Et pour le cas de Fouadan, hier j'ai vu à Sokoré l'entraîneur Kanye Roukouloum, pourquoi vous êtes parti? Ça fait 2 mois, je n'ai pas reçu de salaire, j'ai décidé de partir. Tout cela à prendre avec beaucoup de réserve. Vous savez, parfois, d'autres sont limogés entre griffes, mais peut-être aussi de nous dire autre chose. Et je crois que celui qui a dirigé le match face à CDF Aknoura d'Apaon, c'est Adjanaba King, l'attaquant de Fouadan et puis de Temachi de Sokoré. Et là, ils ont pris peut-être 3 précieux points, mais ils feront un déplacement difficile. C'est très difficile pour jouer Union Sportive Agrandi qui ne veut pas laisser passer. Et ça serait demain sur le stade du CG d'Agrandi, ça serait face à Fouadan. Le CDF Aknour, c'est signe, Paris est signe. Nous avons l'obligation des 3 points face à Fouadan demain au stade municipal de Bafilo. Ça serait un duel sans merci. Un duel sans merci à Nyamtougou. Entre Kakadlé et Bunda de Ketao, au match aller. Bunda avait gagné dans le temps additionnel. Kakadlé 1-0. Et puis bon, je crois que nous, Nyama France, vous disiez qu'on était des avocats défenseurs de Guichanti, pas avocats défenseurs. Je crois que le colonel Akobi, après analyse, a trouvé que ce que Guelar a dit est pertinent. On a ramené Guichanti à Kara.
ça fait moins 23 km en fonction des distances. Bikenti jouera demain à Ebala Stadium Akara face à Doumbé de Mango. Selon les informations que nous avons, Bikenti, ça fait distance, moins 23. Mon colonel, peut-être revoyer le reste, et je crois que peut-être d'ici la 11e, la 12e journée, peut-être qu'ils pourront retourner au pied des mois Barbabassa. Bikenti Doumbé, ça sera demain, à Ebala Stadium Akara. Et cet après-midi, on aura l'explication. AS Bina, à Goua, pour le club de Koussountou, au niveau du stade municipal de Pagouda. Et là, je crois qu'il y aura aussi le téléphone à l'oreille. Parce que quand Kakadre joue Bunda, AS Bina joue à Goua de Koussountou, au niveau de l'écart de points, ça fait 21-19 pour l'AS Bina. Et il faudrait aussi se dire, quand on commence très bien la saison, nous, Yamafran, je crois qu'on ne recule pas derrière. Balakinyev, Bataba a vraiment inculqué cette équipe de l'AS Bina. Avec l'arrivée des deux joueurs du centre Roumano de Lomé, je crois que ça monte maintenant en puissance et il y aura match. Et ce match-là que vous allez suivre en direct sur la radio leader, Radio Sport FM Lomé, sous le coup de 15 heures du côté de Pagouda. Tel que nous voyons les choses, l'AS Bina a monté de puissance et à Goua de Koussountou aussi qui ne baisse pas la garde. Il y aura match, mais je vois les trois producteurs de l'AS Bina parce qu'ils ne font plus de cadeaux depuis un certain temps, Franck Mounia. Oui, voilà donc ce qu'il faut préciser autour de l'acte 11 de la D2 dans la zone nord. Et puis, vous êtes intéressé aussi par le tirage au sort de la Coupe de l'Indépendance édition 2020. Il y a un match qui vous intéresse là-bas. Ah oui, le match qui... Non, deux matchs simples, deux matchs qui m'intéressent. Je crois que dans la zone un peu plus au nord, il y aura vendredi prochain ce duel Tara Fort de Bapilo, l'AS Bina de Pagouda. Aïfala Stadium Makara. Tara est averti et là, ils sont avertis les gardes de Bapilo. Ça, il faut qu'on leur dise la vérité. Peut-être le petit peut renverser le grand peut renverser le petit. Même le match c'est à Doumbé, ça c'est moins bon. Le match Asko Kakadle, ça c'est moins bon. Mais le match Tara Bina, c'est qu'il aura match. C'est que aussi, il y a aussi le match dans la zone centre à Goua de Koussountou, Korakim et Tete de Tamba. Ça, c'est un derby préfectoral, un derby préfectoral entre les deux équipes. Et cette fois-ci, c'est sur terrain neutre. Pas à Koussountou, pas à Tamba, tout cela sur le nouveau gazon synthétique du stade municipal de Sokode. Et maintenant, le derby thème, je crois que ça, c'est le match tampon, le match 3. Une histoire à l'aller, c'est Mati au retour, une histoire. Qui passera cette série pour la phase de 3? On verra, ça sera la jeudi prochain au stade municipal de Sokode. C'est Mati une histoire dans un derby thème, et on verra, on pourra finir avec le derby, et le tirage de la coupe avec le président des compétitions nationales et internationales de Boupavio. On revient toujours avec ces derbys-là, et dans la zone sud, je vois l'entente de Goro-le-Sou, c'est ça, il faut réjouir vraiment les cardiaques. Il y aura match là-bas aussi, nous Niamapol. Gueulaire, on se retrouve sous les coups de 15h cet après-midi pour le direct du match AS Bina à Goua de Koussountou. Inch'Allah. Prenez soin de vous, chers confrères, vous qui nous accompagnez, France Mouniama, notre directrice, parce que chaque jour est une vie. À cet après-midi, 15h. À très bientôt. Merci de nous avoir planté un tout petit peu le décor. Lorsqu'on revient maintenant dans la zone sud, il y a également cette 11e journée qui se dispute, mais tous les matchs ont lieu demain, dimanche, et notamment ce match entre Arabia et puis Entendeux de Lomé et les prévisions de Fiaboué Kofi Sena, l'entraîneur des Jaunes de Kodjovia Kopini Konakpo à Diololo. Nous, on n'a pas de pression. L'essentiel, c'est de jouer, c'est de prendre plaisir dans le jeu. Essayer de concrétiser les occasions au maximum possible et pour pouvoir passer devant l'adversaire. Alors, vous avez fait 0-0 à Lomé. Est-ce que vous ne pensez pas que l'adversaire va beaucoup mieux se préparer contre vos retours? C'est normal. Nous sommes à la course sur le trophée et tout le monde va s'y travailler. Donc, nous aussi, on ne va pas dormir sur nos lauriers parce qu'on est en tête. Eux aussi ne vont pas dormir parce qu'ils sont derrière nous. Eux aussi vont travailler. Donc, on est conscient de la tâche qui est réservée pour nous là-bas. Voilà, Fiaboué Kofi Sena, entraîneur de l'Entendeux. Félix, voilà, oui, cette équipe de l'Entendeux, beaucoup disent que cette année, si ça ne va pas, il faut que cette équipe disparaisse. Oui. Vous êtes d'accord avec eux? Oui, parce que... Mais c'est le football, mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que Entendeux aujourd'hui, c'est au-dessus des autres équipes dans sa division. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que déjà, la façon de jouer de cette équipe, la façon dont Fiaboué manie cette équipe et l'aisance avec laquelle ces joueurs arrivent à se faire beaucoup de plaisir sur la pelouse, honnêtement, cette équipe va écraser cette zone et monter
sans bavure en division supérieure. Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci par rapport aux autres saisons? Mais c'est que Fiaboué a apporté un petit peu plus de verticalité dans le jeu. C'est vrai. Oui, parce que l'entente de, déjà nous savons que l'entente de jeu a une façon de faire circuler la balle depuis les années antérieures. Mais avec Fiaboué, c'est un petit peu plus direct et ça va droit au but. En plus d'avoir la possession de la balle, l'équipe arrive à créer beaucoup d'occasions et surtout, ils arrivent bien à exploiter les couloirs. Donc, on a des latéraux qui sont très offensifs et ils apportent beaucoup, le surnombre offensivement, ce qui aide les attaquants et les joueurs offensifs à se créer facilement des occasions. Et concernant cette opposition face à Arabia, le match aller, c'est l'une des meilleures affiches que moi j'ai suivi sur la phase aller dans la zone sud en seconde division, parce que les deux équipes en ce moment étaient à coude à coude. Les deux équipes étaient vraiment en forme et c'était les deux qui rivalisaient. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. Et dans cette rencontre, les montants ont retenti. Il y avait 2 barres de chaque côté, beaucoup d'occasions créées, même si en temps de, comme d'habitude, a donné le ton de la rencontre. Arabia a tenu et ont su contrer les velléités offensives de cette équipe. Donc, le match retour sera plaisant parce que depuis un certain temps, ça ne va plus du tout. Ça ne va pas comme il l'aurait souhaité du côté de Tabligo. Il y a eu le changement d'entraîneur. Wakil Koubadia, il est parti. Et les choses ne vont pas tellement bien comme il l'avait souhaité. Et en temps de... Arabia plutôt a régressé et Kotoko a pris la seconde place et Arabia en troisième position. Donc cette équipe doit tout faire pour réagir. S'il y a bien une équipe qui peut stopper en en seconde division sur le papier, c'est bien Arabia. Oui, il peut y avoir des surprises. D'autres équipes peuvent damer le pion en temps de, mais Arabia, c'est l'équipe qui doit tenir tête à entendre en seconde division dans la zone sud. Et c'est maintenant ou jamais, ils doivent montrer et envoyer un signal fort aux autres que vraiment ils renaissent de leur cendre. Oui, Mohamed Touré, cette équipe de l'Entente, vous avez vraiment suivi le parcours de cette équipe qui a échoué à plusieurs reprises à la porte de l'élite. Cette année, l'équipe semble plus complète et plus à même d'aller chercher ce ticket, le seul d'ailleurs de la zone au sud pour avoir accès à l'élite. Vous voyez cette équipe finalement arriver en première division cette fois-ci? Oui, je ne cesserai jamais de le dire. J'ai souvent de répéter ici que l'Entente, c'est une équipe de 2-1 qui joue en 2-2. Donc, oui, c'est l'Entente. Je ne sais pas si c'est les dirigeants qui ne veulent pas qu'ils montent. Donc, on peut considérer que cette année, ou bien cette saison, est la bonne saison. Mais attention, il y a danger. Il y a Kotoko de la Vie qui est en embuscade. Si vous voyez le Kotoko de la Vie, c'est l'année que le Kotoko descendait en deuxième division que le président a mis les moyens. Donc ça veut dire que Kotoko veut remonter. Donc si vraiment Entente de veut, cette fois-ci, si on décide à monter, ça passe par Tabligo. Parce qu'à Tabligo, ce n'est pas facile de gagner à domicile. À Tabligo, match perdu, c'est comme si c'est le coronavirus qui a atteint la vie. Donc, alors, je pense qu'Entente à toute la pression, ça je vous dis la vérité, Entente à toute la pression, aller gagner à Tablibo, c'est fatal à plusieurs personnes. Donc, je pense qu'Entente veut vraiment jouer la première division, c'est d'aller gagner à Tablibo. En tout cas, ça va être un match important, mais pas décisif pour le moment, pour les Jaunets Noirs en route vers le titre au niveau de la zone sud. On a parlé d'un club qui est en embuscade désormais, c'est les Porcs-Épics de Lavier, Kotoko, qui a gagné la dernière fois à la maison face à Koto, Football Club de Moreton. Et avant ce match de la 11e journée face à la Jeunesse Club d'Agoé, si je me trompe, Kotoko qui joue contre la Jeunesse Club d'Agoé. Les prévisions de Samuel Ekoué Galé. On n'a pas qu'une sortie, on a 2 sorties. Nous allons à Goé successivement et nous allons à Tchévier. Je veux dire que les 2 équipes sont venues ici et on les a privées des 3 points. Donc je sais qu'elles nous attendent les pieds fermes. Mais bon, on va se mettre au boulot pour aller voir ce qui se passe au niveau de Agoé.
Voilà, pour aller voir ce qui se passe à Agoué, ça va être un match assez physique parce que là, le club d'Agbetro Boudelali ne pardonne pas à ce niveau. On verra bien. Il a demandé de lui laisser le temps pour construire une équipe. Ce sera trop tôt d'avoir des ambitions parce que c'est des joueurs jeunes qu'il a sous sa direction, a-t-il dit. Agbetro Boudelali, le football est fabuleux, dit-il. On va continuer avec ce club-là qui également se cherche, qui est en quête d'une deuxième victoire pour sa première expérience en deuxième division. C'est les Panthères de Moreton qui, après avoir battu justement Kotoko lors de la première journée de cette compétition, ont cessé de gagner. Derrière, il n'y a que des matchs nuls et des défaites et on semble être conscient de la situation. Kofi Komlan, qui a pris les choses en main, s'est prononcé. Je pense que les matchs contre Espoir de Tchévier, nous jouons à domicile. Donc nous aussi, nous sommes obligés de faire quelque chose. C'est-à-dire de tout faire pour gagner les matchs contre Espoir de Tchévier. Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner? Non, il faut organiser les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a senti quand même la fatigue au niveau des joueurs. Je vais revoir ça, n'est-ce pas, avant le match de dimanche. Il y a aussi ce problème de finition qui se pose toujours. Oui, ça aussi, c'est un travail aussi. Et je pense que avant le match contre Espoir de Tchévier, nous allons revoir ça. Et puis, ça va donner quelque chose, je pense. Voilà, ça va donner quelque chose. Espoir de Tchévier qui va vers Koto Football Club de Moreton. Le match a lieu demain là-bas à Moreton et peut-être une deuxième victoire dans cette compétition pour les jeunes Panthères de Moreton. Et il y a un club qui déçoit depuis le début de la saison. C'est bien un club aux couleurs du maillot porté par Mohamed Touré. Vous n'êtes pas ici pour le voir, on n'est pas à la télé. Et c'est le vert. C'est le Vert. On a parlé des Verts de Tocoin et ils sont vraiment en difficulté. Ils sont derniers d'ailleurs, battus encore une fois la dernière fois par un temps d'eux. Et ça a créé, on va dire, la colère au niveau de Yenke Claude qui a pris l'équipe au moment où cette dernière allait en trêve. C'est difficile pour lui, mais il va pouvoir continuer. Et on va écouter Yenke Claude qui se prononce avant le match à Gaza, étoile filante. On m'a pas les matchs tels qu'ils viennent. Ceux qui veulent travailler, ils viennent, on va faire le travail. Bon, si ça marche, si ça ne marche pas, je ne peux pas faire des miracles. Ce qui veut dire que si n'a pas marché, il faut que je le trouve. Voilà, que ce soit étoile filante, n'importe qui, on est obligé de réagir. Parce qu'on est au creux de la vague là. Il va falloir tout faire pour remonter la pente. Et avec les joueurs volontaires. Alors qu'est-ce que vous allez faire justement avant dimanche? C'est ce que je dis, travailler. Prendre les gens qui veulent travailler. Ceux qui veulent aller au charbon. Il n'y a que de cette façon qu'on peut s'en sortir. Je ne peux pas faire des miracles, je le répète. Yenke Claude, aïe aïe aïe, c'est très compliqué pour lui. C'est maintenant qu'on va commencer par travailler. Ça va être dur, difficile. Il reste 7 journées quand on prend en compte cette 11e journée. Oui, Mohamed Touré, à Gaza, ça ne va pas. Franck, ayons le courage. J'aurais souhaité qu'on oublie le passé d'Agaza et que courageusement, les gens, ceux qui se disent proches d'Agaza, que ce soit anciens joueurs, anciens dirigeants, qui sont actuellement autour de ce club, qui a le courage de venir nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas avec Agaza. Parce que vous ne comprenez pas. Je ne comprends rien. C'est une grande honte pour ces gens, soi-disant d'Agaza, qui se disent chaque temps, Agaza, des gens se sont identifiés par Agaza dans ce pays. Nous connaissons ce qu'Agaza était. Je me demande, est-ce que c'est parce que le feu Adema est mort que les gens veulent faire disparaître Agaza? Ah bon? Non, ça, il faut qu'on le dise. Ayons le courage. Au moins ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Agaza savent ce qu'Agaza représente au Togo. Mais si aujourd'hui, des gens sont là, vivants, qui se reconnaissent en tant que dirigeants d'Agaza, en tant qu'anciens doués d'Agaza, et on trouve Agaza à la dernière position d'un championnat de 2e division, franchement, c'est honteux. C'est très, très, très honteux pour ces gens-là. Peut-être on aura le courage d'interpeller les gens. Parce que par le passé, il y a des gens, lorsqu'Agaza devait descendre, des gens ont juré qu'Agaza ne va jamais descendre. Ils sont où aujourd'hui, ces gens-là? Ils sont où? Ils sont là. Voilà, c'est en 1e division. Maintenant, Agaza joue en 2e division. Et Agaza est menacé de la régulation en 3e division. Mais les gens sont là, ils ne disent rien. Mais il suffit qu'il y ait un petit problème. Ils disent, allez voir ceux qui vont encore rôder tout ce club, que c'est moi. On doit arrêter cela. Laissons aux gens qui veulent faire du sport le faire. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. L'avenir, c'est l'avenir. Je m'arrête ici d'abord. Le Lac Tinamborosé, c'est un club légendaire, à Gaza Football Club, l'un des plus grands clubs du Togo, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, en difficulté, en dernière position de la 2e division. Mais ça donne à réfléchir.
Oui, naturellement, ça donne à réfléchir. Comme tu l'as si bien dit, c'est un club légendaire. Agaza gardera toujours son histoire, son nom, son image. Mais je vais simplement dire que dans la vie d'une institution, il y a des moments où il peut y avoir une crise. Il y a des moments où on peut dire on va fermer la porte. On peut parler de faillite. Agaza traverse ces moments. Et il y a des moments où vous pouvez vous pencher sur de nouveaux investisseurs pour vous relever. Donc c'est pour dire que Agaza est en train de traverser tout cela aujourd'hui. Maintenant, la solution, elle n'est pas forcément directe, mais elle va être très difficile parce que aujourd'hui, il faut avoir des joueurs qui sont forts dans la tête pour comprendre que voilà, nous sommes en train de passer des moments très difficiles et c'est à nous de faire le boulot. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un dirigeant, ce n'est pas forcément un entraîneur qui va faire le travail, mais il faut des joueurs costauds dans la tête pour réellement comprendre que voilà, nous devons sauver le nom de ce club-là dans lequel nous travaillons, dans lequel nous jouons. Donc, je pense que c'est la seule solution. Maintenant, vous pensez qu'Agaza n'a pas de joueurs costauds? On a eu les Jean-Luc Delété qui ont beaucoup d'expérience, bon, Franck, les Degli Mensan, les Inifoul. Si ces joueurs étaient réellement costauds, Agaza ne serait pas dernier en ce moment. C'est ça la réponse directe. Donc c'est que forcément il y a un problème quelque part, mais la solution directe aujourd'hui c'est qu'il faut des joueurs pour sauver ce club-là. Parce qu'aujourd'hui, même si on met 2 milliards à Gaza aujourd'hui, ça ne va pas forcément sauver Agaza. Il faut trouver des joueurs qui vont prendre conscience, qui vont se dire, voilà, nous devons sauver le nom, nous devons sauver l'histoire, les couleurs de ce club, et nous devons le faire maintenant. Sinon, voilà, je pense que c'est très mal parti et ça va continuer comme ça. Et on va forcément voir Agaza disparaître, comme on l'a dit tout à l'heure pour entendre d'eux. Oui, on a des gens, Mohamed Touré l'a dit, à Gaza, c'est par exemple le général Niofam qui vraiment ne badine pas avec ce club. Il y a d'autres personnes, le président actuel, Ouattara, Amadou, qui est membre d'ailleurs du COMEX de la Fédération togolaise de football, a été ancien joueur lui-même de ce club. L'ex-entraîneur, l'entraîneur qui est parti avant de laisser sa place à Yenke Claude, c'est un ancien de la maison, Kodjovi Mawena, qui a pratiquement le sang vert. Il n'a pu remonter les choses. Mais où se situe justement le problème d'Agaza aujourd'hui ? Je pense qu'il faut faire un diagnostic sans complaisance et donc tirer donc les leçons donc de tout ce qui se passe. Vous savez, dans le cas Gomido, on l'avait dit, est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou c'est un problème de joueur? Si vous analysez les choses de cette façon, je pense que vous pouvez, disons, arriver à trouver une solution, parce que des fois, lorsqu'il s'agit de problèmes de joueurs, parce qu'avant tout, les entraîneurs sont jugés sur la base des résultats, mais sur le terrain, c'est les joueurs qui jouent. Lorsque vous n'avez pas des joueurs qui sont vraiment, disons, capables de pouvoir damer le pion aux autres adversaires, ne soyez pas sûr que vous aurez forcément des résultats. Oui, mais pour avoir les meilleurs, il faut avoir les moyens. Agaza a-t-il les moyens? Oui, mais nous allons juste faire ce rappel historique. Non, Agaza a-t-il les moyens? Non, je ne suis pas dans le comité d'Agaza, je ne sais pas. Lorsque vous voyez les gens qui entourent les Verts de Togo. Mais qu'est-ce qu'on appelle moyens? Ce n'est pas forcément les moyens financiers. Oui. Parce que les moyens... Il y a les moyens financiers. Il y a même les ressources humaines. Oui, c'est-à-dire même la gestion de l'équipe fait partie donc de ces moyens. On parle de tout ça. Oui, justement. Oui. Moi, pour l'aspect financier, je n'en sais pas trop. Mais pour quand même ce qui concerne la gestion, je pense que véritablement, il y a un problème là-bas. C'est-à-dire que l'identité, le fait de s'identifier au club a fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pris du recul, qui ne veulent plus s'approcher du club parce que. Je pense que cela peut avoir des incidences. Parce qu'on se dit, c'est nous qui avions fait Agaza dans le temps. Moi, j'ai Vous gardez le cours de vos idées. On va recevoir Nieni Sebabi, le sélectionneur des U20 du Togo. Nieni Sebabi, bonjour. Bonjour Franck, bonjour le plateau. Alors, vous avez commencé les regroupements avec la sélection junior. Tout de suite, quels sont vos ressentis, vos sentiments? Non, je pense que j'ai hérité d'un groupe présélectionné par le feu Aïvi Ekoué, à qui je rends hommage aujourd'hui. Il a passé de 5 ans jusqu'à Lomé pour sélectionner les meilleurs dans les championnats de 2e division, 3e division dans les académies, et puis dans les clubs de 1re division, à ceux-là qui sont conformes à l'âge. Donc tout va bien. Lorsque vous avez pris contact avec ce groupe-là, vous avez senti tout de suite qu'il y a de la matière, il y a des valeurs, il y a du talent?
Oui, tout à l'heure, ma première impression était que les jeunes savaient quand même toucher au ballon. Ils avaient quand même les BAB dans les pieds. Ensuite, sur le plan comportemental, technique et tactique, il y a quand même beaucoup de lacunes que nous sommes en train de régler pour les valoriser et puis les évaluer à la fin du stage. On dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, vous fonctionnez par rapport à ce que, vous l'avez dit, Feu Aïvi et Kouivi a fait. Et vous allez travailler. Quels sont les chantiers à travailler de façon urgente? Je pense que le travail consiste sincèrement sur le plan physique, où nous avons fait appel à un préparateur, que j'ai fait appel à un préparateur physique au nom de Pouli, qui est sorti de notre université en matière de la formation des jeunes en préparation physique de l'école de l'UNFJ, qui aujourd'hui est en train de faire un bon travail avec moi sur le plan physique. Et ensuite, j'ai pu faire valoir des stratégies en ce qui concerne la tactique du jeu, sur laquelle on a insisté avant-hier et hier. Le grand problème de nos équipes, là, on est en train de travailler là-dessus sur le plan tactique. Il faut reconnaître que les joueurs sont disciplinés, ils aiment le travail. Et là, on est en train de le faire doucement pour voir ce que ça va donner. Vous avez dégagé déjà une philosophie de jeu par rapport à ce que vous avez vu sur ces premiers contacts. Ce sera le 3-5-2, le 4-4-2, le 4-3-3. Mais vous pensez déjà à quelque chose comme ça? Oui, je pense que nous allons prendre le schéma le plus simple pour qu'ils puissent mieux comprendre et progressivement aller dans les complications. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai adopté le 4-4-2, la chaîne à 4, comme on le dit souvent, pour que nous puissions sincèrement être bien sur le plan défensif et aller chercher des stratégies sur le plan offensif. Pour le tournoi à venir, qu'est-ce que vous voulez? Bon, pour le tournoi à venir, je pense que ça aura lieu au Burkina dans le mois de septembre avec les grandes équipes de football telles que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Burkina, le Bénin et puis le Grand Nigeria. Donc, on s'attelle dans l'IFOA B, dans le groupe de l'IFOA B, où il y aura deux poules, une poule à 4 et puis une poule à 3, où les deux finalistes iront à la CAN. Très bien, Nieni Sebabi, autre chose à ajouter avant de vous laisser partir? Oui, autre chose à ajouter, nous allons finir le stage demain après-midi par un match amical pour évaluer les jeunes pour leur comportement sur le plan tactique, sur le plan technique, avec l'académie de Planète Foot. À 15h00 demain sur le stade municipal. Très bien. Merci Nieni Sebabi d'avoir appelé. À très bientôt. Bon courage surtout. Merci Franck, merci chers auditeurs. Voilà, c'était donc Nieni Sebabi, le sélectionneur des U20 du Togo. On avait ouvert les parenthèses, on les ferme et on retrouve à Gaza. Vous étiez en train de parler de la gestion de ce club à Aristide. Oui, je pense qu'il faut revoir peut-être la gestion parce que moi je me dis pour pouvoir gagner, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est-à-dire le choix des joueurs, la convocation des joueurs, le recrutement des joueurs. Tout ça là peut amener, je pense à mon avis, un club à ne pas se retrouver, à végéter donc dans les préfauteurs du classement. J'avais voulu donner l'exemple, par exemple, de cette équipe d'Agaza. Il y a de cela 4 saisons ou 3 saisons qui avait joué la finale donc de ce tournoi à Sport FM à Ablogamé face à une équipe de l'ASOTR au temps de Koudodi. Agaza a d'ailleurs remporté ce tournoi à 2 reprises. Et donc, il faut reconnaître que quand vous faites l'analyse depuis ce moment, vous allez voir que Agaza a perdu beaucoup de joueurs. Il y en a qui... Les Ouro Agoro Ismaël qui évolue aujourd'hui à CK. C'est Agaza qui a révélé ce joueur. Et donc, si aujourd'hui des joueurs comme ça font la fierté donc d'autres clubs, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas su garder donc cet effectif-là. Est-ce que depuis le départ de Jules Koudodi à aujourd'hui, est-ce que véritablement on a eu à regrouper un effectif qui puisse vraiment faire la fête? Depuis qu'Agaza est donc en 2e division, moi je pense quand même qu'il y a des difficultés donc sur le plan
plan organisationnel, des difficultés sur le plan gestion, mais sur le plan financier, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas dans le comité, je ne suis pas proche donc d'Agaza pour en savoir davantage. Mais moi, mon souhait, comme l'a dit Mohamed, je pense quand même de ne pas voir cette équipe donc en 3e division. Ce serait très très difficile à avaler comme pilule, le fait donc d'apprendre qu'Agaza est donc en 3e division. Je vais vous donner simplement cet exemple. Quand on dit souvent que la cohésion et surtout la constance dans le football aide les équipes, eh bien, cela peut se révéler sur le continent. Vous voyez par exemple Oroya, chaque fois qu'il, depuis, se retrouve, en quart de finale et même en demi-finale donc de compétition continentale. Pourtant, la première fois que Oroya a réussi à se qualifier, c'était au même moment que l'AS Togoport, notre AS Togoport. Eh bien, il y a eu également des clubs du Maghreb qui souvent ont la chance donc d'aller en quart de finale, en demi-finale. Alors, est-ce qu'à un moment, on se pose la question de savoir comment ces équipes arrivent à aller à ce niveau? C'est la constance. C'est-à-dire que ces équipes arrivent à garder leurs effectifs. Et du moment où vous n'avez pas d'argent, il faut chercher de nouveaux investisseurs, comme le disait tout à l'heure Nolakina. Parlant d'investisseurs, Unisport est relégué en 2e division. Unisport a eu un nouveau président. Et c'est ce nouveau président qui a donné une certaine impulsion à cette équipe pour remonter en première division. Oui. Vous prenez par exemple cette équipe de Kotoko de Lavier qui est reléguée en 2e division. C'est un nouveau président, Agoulou John Anani, un Togolais de la diaspora qui a pris l'équipe. Vous voyez maintenant l'image donc de Kotoko de Lavier. Et donc, il faut dire, même quand on prend le cas le plus récent de Boulossou Delar, Boulossou qui a traîné pendant des années en 2e division, il a fallu l'arrivée d'un certain nombre de personnes, dont Bertrand Masségbé, pour relever cette équipe donc de la 2e division en 1re division. Voilà comment ça marche. C'est-à-dire qu'il faut arriver à garder des joueurs sur plusieurs saisons, au moins 3. Le CE Sport de Saint-Pedro en Côte d'Ivoire a réussi à jouer, après la SEC Mimosa, une finale d'une coupe continentale. C'était précisément en 2014. Simplement, cette équipe a réussi à Constance, vainqueur de la coupe pour Félix Houphouët-Boigny 2012, 2013, 2014, champion de la Côte d'Ivoire 2012, 2013, 2014. En 2014, le résultat est là. Après la SEC Mimosa en 99, le CE Sport de Saint-Pedro était le 2e club ivoirien à jouer cette finale. Lorsqu'on prend Gaza, c'est un problème de management. C'est un problème de management. Il faut je ne sais pas comment. Moi, ça me fait mal parce que même du côté de la diaspora, quand vous envoyez parfois des informations sur nos championnats à des gens sont tellement identifiés à ce club qu'ils demandent des nouvelles Où se trouve à Gaza. On ne retrouve pas à Gaza dans la liste des clubs je connais des gens qui ont vécu dans la zone Bessato et tout ça là, qui étaient très proches d'Agaza, qui sont aujourd'hui de l'autre côté. Mais chaque fois, quand tu envoies des informations aux gens, où est Agaza? En 2e division. Les gens même ont peur de ne pas voir Agaza connaître le même sort que Togo Télécom qui a disparu. Voilà. Oui, Félix, voilà. Pourquoi moi je dis souvent, quand vous n'avez pas les moyens pour faire de la politique, il faut la politique de vos moyens. Selon vous, est-ce que Agaza a les moyens au vu de tout ce qui entoure le club? S'ils n'ont pas les moyens... On a cité par exemple le général Nyofam qui vraiment est un féru d'Agaza. Oui, mais il n'y a pas que l'argent qui fait le football. Il faut être bien structuré, il faut beaucoup de choses pour... Vous pensez qu'ils mettent au moins l'argent? Bon, ça, je ne sais pas. Si je ne suis pas très proche du club pour vous le dire, mais quand même, il va falloir qu'ils fassent de cette équipe une institution, que tu sois ordonné, qu'ils travaillent sur une bonne base. Travailler sur la durée, ça c'est très important. Aristide l'a rappelé tout à l'heure. Pas seulement à Gaza, dans tous nos clubs, vous voyez, les joueurs ont des contrats, ils n'ont même pas de contrat, et les joueurs font seulement une année, au plus 2 dans des clubs. Il y en a qui font 3 mois et qui disparaissent. Et on a des joueurs qui changent de club chaque année. Par exemple, a commencé avec Agaza. Aujourd'hui, il se retrouve du côté d'Arabia. Vous voyez, donc il va falloir qu'on essaie d'avoir une base, de partir sur de bonnes bases avec certains joueurs pour travailler sur ces joueurs au minimum 3 ou 4 ans pour avoir de très bons résultats. Oui, Nolakina Borozo. Je vais aller rapidement. Oui. Pour poursuivre ce que Aristide disait, c'est vrai que au niveau même des plus grands clubs professionnels, il y a des problèmes à certains niveaux. On peut voir des grands clubs qui ont envie de descendre. Mais la solution directe, c'est que vous voyez, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles personnes prendre la direction de ces clubs-là. Donc j'ai envie de demander aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, si par exemple de nouvelles personnes essaient de prendre la tête d'Agaza, vous pensez que ça va être possible si on se tient peut-être à tout ce qu'il y a comme problème de personnes au niveau de cette institution-là. Donc c'est pour moi ça le nom du problème. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'Agaza est prêt à recevoir de nouvelles personnes? Oui, justement, on se demande si on a vraiment envie là-bas d'ouvrir les choses. Exactement, parce que ça pose problème partout. Comme on le sait, nos clubs, d'abord, on ne sait pas comment ils sont créés, on ne sait pas à qui ça appartient.
Maintenant, quand vous venez en tant que peut-être nouvelle personne avec un nouveau projet, est-ce qu'on va vous laisser faire ce que vous avez envie de faire pour que ce club-là garde réellement son image, son histoire? C'est aussi ça un problème. Voilà, c'est dommage, oui, Mohamed. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut quelqu'un, un courageux, qui dit ce qui ne va pas à Gaza. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le secret. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez ce que HDD Burkina dit, tout est bien clair. C'est au niveau des dirigeants. Alors il faut que les gens soient. Quelqu'un puisse avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Si aujourd'hui on ne peut pas céder la place à certaines personnes pour pouvoir prendre le club, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a des gens qui sont là, ils n'ont qu'à faire, on va voir. Il y a ce qu'il y a un problème. Alors là, il faut quelqu'un qui puisse dénoncer cela pour qu'on puisse sauver la Gaza. Parce qu'à Gaza, franchement, l'image d'Agaza vraiment est en train de salir le football togolais. Oui, et voilà, donc tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes au niveau d'Agaza. Entre-temps, on avait préconisé, on va dire, une direction collégiale. On va donner... ils avaient dit qu'ils voulaient quelque chose où beaucoup de personnes vont mettre l'argent dedans, comme s'ils étaient des actionnaires. Mais non, ça n'a pas réussi. Finalement, c'est Amadou Ouattara qui, aujourd'hui, est aux commandes du club. Mais Agaza est en train de souffrir. Franchement, il faut pouvoir... ressortir cette équipe-là de sa léthargie, parce que là, ça ne va pas. Dernier de la classe au niveau de la zone sud, ça ne ressemble pas à Gaza. Autre match prévu dans la zone sud, c'est bien sûr ce match-là entre Tambo de Dacha et Asfosa, un club qui, depuis des années, veut remonter, mais qui n'y arrive toujours pas. Donc voilà donc le calendrier au niveau de la deuxième division zone sud. Agaza Étoile Filante, Koto Espoir, JCA, Kotoko, Tambo, Asfosa, Arabia en temps 2. Tous ces matchs-là ont lieu demain. Il y a 2 matchs avancés aujourd'hui au niveau de la zone nord. 2 matchs que vous suivrez en direct sur les antennes de la référence sportive. On a parlé de l'AS Bina Agoua. Et puis du deuxième, le dauphin de l'AS Bina, c'est bien Kakadel de Djoufelgou qui reçoit Bundia de Ketao. Et là également, on sera sur ce match-là en direct, notamment avec Guler Inoussa et King Agoro. Vous avez tout concernant la D2. On marque la pause. Eh bien, on va mouiller le maillot. Il nous reste encore beaucoup de temps. On va jusqu'à 11h55, vous le savez. On va le temps pour nous de parler de la première division qui va connaître encore une trêve pour raison de CHAN, parce que pour le moment, le CHAN n'est pas reporté. Le championnat d'Afrique des Nations va bien avoir lieu. Pour le moment, pas de réaction de la CAF par rapport au coronavirus. On va en parler dans quelques instants aussi. Et avant d'aller à la trêve, Asco reste toujours leader, mais a perdu le derby de la Cosa la dernière fois face à la SCK. 2-1. Un pénalty de la dernière minute a permis quand même aux chauffeurs de prendre les 3 points de cette 20e journée. Asco reste leader, suivi d'Unisport 2e. Et sur la dernière marche du podium, c'est ASCK 3e avec 30 points. Désormais, voilà, la lutte reste encore possible pour le champion sortant ASCK. Et ce résultat-là qui a étonné plus d'un, c'est bien la débâcle du Dynamique togolais devant donc Semassi. Un Semassi qui retrouve sa bonne forme et qui est venu balayer les militaires à la maison 3-0, qui l'eût cru. Et on va parler un peu. Et vous savez, après ce match, Oloufade Adekami a dit non, ça va, je ne peux plus. Et il a laissé tomber. Vous étiez à l'état-major, Mohamed, ce jour-là, mais c'était vraiment imprévisible, hein, ce spectacle fourni par Semassi devant le Dynamique togolais. Oui, c'était tellement imprévisible. Bon, j'attendais une victoire de Semassi ou bien un match nul, parce que je sais que l'état-major ne porte pas tellement de chance à Dito, mais un score 3-0, c'était tellement trop. Mais c'est la réalité qui a triomphé. Pourquoi je dis cela? Oloufade, c'est un entraîneur que j'ai beaucoup apprécié. Et je l'ai beaucoup aimé. Oloufade, je peux dire qu'Oloufade a fait carrière à Semassi, parce qu'avant d'arriver à Semassi, on a vu par où il a passé, il n'a pas reçu. Mais je pense que le problème de Semassi provient de Oloufade, parce que c'est lui qui a essayé de disloquer l'équipe de Semassi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En quittant l'année où il a quitté, il a pris parce qu'il est parti avec tous les joueurs. C'est vrai. Et c'est là où le problème de Semassi a commencé. Donc je pense qu'aujourd'hui, Semassi a retrouvé son état,
Semassi s'est vengé de Oloufadé. C'est vrai. Oui, ça c'est une vengeance, c'est une bonne correction infligée à Oloufadé. Parce que Oloufadé, lorsqu'il était à Semassi, était l'un des meilleurs, pour ne pas dire l'entraîneur le plus payé, était l'un des meilleurs entraîneurs les mieux payés du championnat. Mais le fait de partir avec plusieurs joueurs, l'année là, il fallait courir de gauche à droite, chercher pour colmater les brèches avant de faire ça. Donc je pense que les jeunes joueurs actuellement ont su réagir. Et c'est grâce à Adika. Et c'est grâce à Adika, c'est grâce à la détermination des petits. C'est des enfants qu'on a eu à rencontrer, on les a motivés. Sur moi, le message que j'ai toujours, si moi je suis un entraîneur, il serait difficile de me battre. Parce que c'est le message qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut dire à un joueur? Le discours. C'est important. C'est très important. Celui qui joue, si aujourd'hui, le plupart des joueurs togolais savent que le football c'est leur métier. Beaucoup n'ont pas fréquenté à haut niveau, beaucoup n'ont pas appris des métiers. Normalement, ils ne doivent pas blaguer avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent se dire que ça, c'est mon métier. On a vu des joueurs reçus. Quand tu prends l'exemple de Salfou Moustapha a fait le niveau 4e, si je me rappelle. Il n'a pas plus de métier. Mais il s'est dit que je vais réussir en football. Il a reçu. Plusieurs exemples. Donc aujourd'hui, c'est le discours que les entraîneurs doivent tenir. Mais le mal pour nos jeunes entraîneurs togolais, l'année passée, on a passé tout le temps ici à crier. On a traité notre fédération, le Togo, de tous les noms parce que nos entraîneurs se sont retrouvés ailleurs au Bénin. Mais je m'étonne. Un entraîneur qui n'arrive pas à changer le cours du jeu. Un entraîneur qui n'arrive pas à lire la rencontre à la première mi-temps et changer le cours du jeu, c'est ce qui arrive à Oloufadé. Depuis que j'ai suivi les matchs d'Oloufadé à l'état-major, il ne m'a jamais impressionné. Je peux dire que les victoires des Dito viennent comme ça, par l'effort des joueurs. Nos entraîneurs doivent faire beaucoup attention. Ils doivent revoir leur copie. Nous sommes entraîneurs de nos ou bien nous sommes entraîneurs de métiers. Ça, c'est un danger pour le football togolais. Parce que si aujourd'hui, plusieurs entraîneurs s'étaient retrouvés au Bénin l'année passée et qu'on retrouve les mêmes entraîneurs un an après au Togo, d'autres sans poste. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas confirmé, ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas confirmé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et peut-être c'est le niveau. Donc je pense que si je reviens un peu par rapport à la victoire de Semassi face à Dito, je pense que c'est une revanche du club Semassi sur Oloufadé. Oui, et Félix, voilà, vous étiez également à l'état-major. Aujourd'hui, Dito fait partie des plus gros budgets de ce championnat, on peut le dire, oui. Ouais. Et en termes mais qu'est-ce qu'il fait, oui, Nolakina? Vous connaissez le budget? Mais je n'en connais pas, mais par rapport, on va dire... Et aussi en termes d'effectifs. Et aussi en termes d'effectifs, c'est vrai. Oui, c'est un effectif riche du côté du Dynamique togolais, mais... Moi, je pense que le problème est un peu profond au Dynamique togolais. Oui, je suis d'accord sur une partie de ce que vient d'énumérer mon confrère, mais quand il tire sur Oloufadé, qu'il ne change pas le cours du jeu, là, je ne suis pas totalement d'accord. Vous n'êtes pas, vous pensez qu'il a les moyens de le faire, mais... Oui, moi, je le dis chaque fois ici que, pour moi, peut-être que l'effectif est pléthorique pour Dito et il n'arrive pas... Il a l'embarras de choix? Oui. C'est vrai? Oui, Franck, mais un entraîneur, lorsque vous faites vos séances d'entraînement, vous savez, tel joueur peut faire ça. Là, c'était au cours de la 7e ou 18e journée, comme ça, il y avait Franck Mawena qui avait inscrit un but et nous étions tous étonnés de voir ce joueur jouer son premier match, si on ne se trompe pas, le jour-là, et il marque. Ce qui veut dire qu'il était dans l'effectif. Il ne venait pas au match, on ne le convoquait pas au match. Et bon, c'est pourquoi je dis que si vous voyez l'effectif du Dito du début, depuis la première journée jusqu'à cette 20e journée, on n'a que des nouveaux 11 de départ. Et même récemment, Oloufadé a fait 6 changements avec des joueurs, des militaires, des joueurs qui étaient aussi dans l'effectif, mais qui ne jouaient pas. C'est que moi, c'est ce que je dis que c'est... L'équipe, il a trop de joueurs sous la main qu'il n'arrivait pas. Ça fait 20 journées quand même. Oui, ça fait plus de 20 journées. On doit avoir une équipe type. Oui, mais vous savez, lorsqu'on essaie d'avoir 11 bons joueurs ou 15 bons joueurs dans un effectif, ça dérange l'entraîneur. Il faut avoir 1-2 bons joueurs et les entourer des joueurs moyens ou bien des joueurs qui sont des joueurs de devoir sur le terrain. Vous avez 11 bons joueurs, ça vous arrange ou bien en tant qu'entraîneur à tous les postes? Oui, Franck, mais c'est un peu difficile. On a connu l'époque galactique du Real de Madrid ici. On a vu qu'avec ces galactiques, comment on l'appelle l'entraîneur, Vicente Del Bosque. Il n'avait pas gagné, il n'arrivait pas à tout gagner, même la Ligue des Champions. Vous voyez. Donc c'est bon, c'est bien d'avoir des grands joueurs ou bien des superstars dans votre effectif, mais les gérer, ça aussi c'est un autre aspect. Donc pour le Dynamique, il y a beaucoup de problèmes. Il y a
par exemple, le vestiaire au niveau des joueurs, on a appris qu'il n'y avait pas assez de motivation du côté des joueurs. Et que Dito aussi. Oui, à Dito aussi. J'étais surpris. Tout comme vous, que les joueurs, après les victoires, n'avaient pas les primes de victoire, alors que, bien avant le début de la saison, l'entraîneur et ses joueurs ont décidé, en cas de match nul, de ne pas avoir de primes. Juste pour faciliter la tâche aux dirigeants. Mais sur les 3 dernières victoires à domicile, les joueurs n'ont pas perçu leur prime de motivation, ce qui n'a pas tellement motivé les joueurs. Et aussi, moi je vois qu'au niveau du dynamique togolais, dans le jeu, il y a certains joueurs qui font semblant de jouer. Pourquoi? Je ne sais pas si... Les internationaux, voulez-vous dire? Parce que l'entraîneur même l'a pointé du doigt. On suit les matchs personnellement. Moi, je suis les matchs du championnat. Une fois que ça se déroule ici à Lomé. Vous pensez que c'est des joueurs qui ont triché sur certains matchs parce non, que ce sont des ne voulant pas se blesser. Voilà, pour le CHAN. Parce que si vous voyez certaines erreurs que commettent ces joueurs, non, mais c'est inadmissible. Ça n'enlève en rien la qualité de ces joueurs-là. Mais il va falloir qu'il arrive à faire plus sur le terrain. Et le point positif avec lequel Olufade a quitté le dynamique togolais, c'est un attaquant. Il était un ancien buteur de cette sélection. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de l'interviewer, bien de le questionner en conférence de presse, on le demande, mais comme on le dit à chaque fois, le problème de nos buteurs, des attaquants, après 20 journées, on a le meilleur buteur qui a 7 buts, on a un buteur qui a 5 et 7. Et lorsqu'on le questionne à chaque fois, il dit qu'aujourd'hui, les joueurs ne veulent pas travailler comme avant. Et aujourd'hui, si vous prenez le top 5 des meilleurs buteurs de notre championnat, on a 2 joueurs de Dito. Il y a Iré qui a 7 buts et l'autre là aussi qui a 5 buts. Et aussi, l'équipe de Olufade a la meilleure attaque du championnat bien avant son départ. Au moins, il a essayé de laisser quelque chose. Ça au moins. Oui, quelque chose. Malheureusement, il a décidé de quitter la barque. Le club est confié maintenant à Bonfo Arimiao pour les 6 dernières journées de la D1 nationale de football. Il reste 6 journées, donc 18 points à prendre. Nolakina Borosé, qui est le potentiel champion selon vous? Avant d'arriver au potentiel champion, j'ai envie de faire un commentaire par rapport au cas Dito. Ouais. Je pense que, vu de loin, on a tendance à penser que le football reste un métier très facile. C'est-à-dire que ce soit pour les joueurs et pour les entraîneurs. Alors, cette saison, j'ai l'habitude de dire qu'on va peut-être battre un record en termes de changement de staff. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour réellement dire que quoi? C'est vrai que nos entraîneurs, on les forme souvent sur tout ce que la CAF fait et ils pensent que c'est suffisant. Sur 2 semaines. Voilà. Et c'est là un danger pour notre football. On le dit souvent, mais voilà, des gens pensent qu'on les attaque. Mais il faut comprendre ceci. La qualité d'un entraîneur, ce n'est pas forcément de changer le cours du jeu, mais c'est aussi de transformer les joueurs. Et transformer un joueur, ça part du discours. On peut vous donner les 11 meilleurs joueurs du monde, mais si vous n'arrivez pas à les gérer, c'est que vous n'êtes pas bon. C'est aussi simple que ça. Parce que les joueurs, c'est vrai, ils peuvent reconnaître leur talent. Ils sont sur le terrain. Mais quand il n'y a pas les résultats, directement, c'est le coach qui subit. Et quand je lis le slogan de Dito, qu'est-ce que ça dit? On dit quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. L'avancée est devenue dure. Mais là, il faut que les durs avancent. Les durs, c'est qui? Les joueurs, l'entraîneur et tout le staff. Mais il n'avance pas. L'entraîneur n'a pas pu avancer. Il a dit, voilà, moi, je jette le tablier. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que quelle que soit la profession que vous voulez faire, quel que soit le métier, formez-vous jusqu'à ce que vous maîtrisez ce métier-là. Parce que le football n'est pas aussi facile qu'on le pense, surtout pour les joueurs aussi. Ils se disent, voilà, il suffit juste de courir sur un rectangle. Ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Pour l'entraîneur aussi, on se dit souvent, ouais, il suffit de regrouper les gens, leur donner un ballon. C'est plus que ça. Parce que l'adversaire, il fait des recherches, il travaille, il sait comment vous contrecarrer. Et à chaque fois que vous perdez des matchs, ça agit sur vous, ça agit sur les joueurs, ça agit sur l'équipe. Et quand vous n'arrivez plus à tenir, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà, moi, je ne peux plus, et puis je m'en vais. Maintenant, un potentiel champion, je pense que Asco est bien en route. Mais il y a aussi une vérité dans notre championnat que, voilà, on ne peut pas négliger. C'est que, voilà, quand on se rapproche de la fin, le mental devient difficile pour les dirigeants. Parce qu'on va aller sur le continent, c'est des dépenses, comment on va gérer ça? Donc, c'est difficile de jouer aujourd'hui. Il y a des dirigeants qui démissionnent. Qui démissionnent, comme beaucoup le disent. Donc, ça aussi, il faut essayer de le surmonter. Maintenant, c'est bon d'être champion.
Mais est-ce que juste être champion du championnat national, c'est suffisant? Il faut avoir beaucoup plus d'ambition. Mais je pense que Asco est bien parti. Et ça serait bien de voir après ASK Asco aussi remporter le titre. Oui, Aristide Quevilly, après 20 journées, on retrouve 2 clubs qui ont fait le continent il y a quelques années. Je veux dire d'abord pour Koroki, qui est champion du Togo 2018 et qui est 13e sur 14. Et le 14e, c'est Maranatha avec juste 16 points sur 16 points sur 60 possibles parce qu'on vient de jouer la 20e journée. Maranatha est vice-champion sortant du Togo. Comment peut-on expliquer une telle situation où les clubs qui étaient sur le continent végètent dans les profondeurs et sont relégables aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé d'ici là? Oui, il faut reconnaître que de la Coupe continentale au championnat, et précisément à cette saison, l'état d'esprit a changé. Ce n'est pas le même état d'esprit. C'est vrai. Oui. On n'a pas envie de se maintenir sur le continent, c'est ça? Non, lorsqu'on va sur le continent, on devrait normalement travailler pour y rester. Pour y rester. Et pour y rester, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait d'Agaza. Il faut avoir la constance. Ceux qui ont l'habitude d'y aller chaque fois, c'est la constance. C'est-à-dire, vous prenez le RS Berkane, et bien ce club, à chaque fois, a envie de recruter les meilleurs joueurs des autres championnats. Vous prenez par exemple le Raja ou encore le Wydad Casablanca, c'est la même chose. C'est pour dire que ces clubs ont compris finalement que quand on est sur le continent, eh bien, ça génère beaucoup d'argent. C'est-à-dire que même à partir des quarts de finale, la phase de poule, etc., vous gagnez beaucoup d'argent. Maranatha aujourd'hui, moi j'ai vu le match face à l'OTR la dernière fois, Maranatha n'a pas une mauvaise équipe. Et on a le courage de le dire. Maranatha a juste, disons, un problème au niveau de sa défense. C'est-à-dire un problème d'organisation au niveau de sa défense. On encaisse sur des erreurs, presque les mêmes erreurs. Le gardien Messan, il est toujours là. Celui-là même qui a fait le parcours avec eux sur le continent, il est toujours là. C'est un bon gardien. Il fait une très très bonne lecture de jeu. Mais sauf que devant lui, eh bien, il y a des défenseurs qui par moment, disons, ne font pas vraiment l'affaire. C'est juste ça, vous pensez? C'est juste ça? Le problème de la défense, c'est juste la difficulté de Maranatha? Oui. Ça fait partie des difficultés. L'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs. C'est-à-dire, l'effectif a changé. L'effectif qu'on a vu lors de la Coupe continentale, ce n'est pas forcément les mêmes. Beaucoup de joueurs sont partis. Oui, à part peut-être Salifou Kotsigan, à part le gardien a fait le goal Messan. Il y a également 2 ou 3 joueurs également qui sont là. Mais moi, j'ai vu Maranatha jouer la dernière fois au municipal. Je pense que cette équipe n'est pas tout à fait ridicule. C'est une équipe qui peut toujours faire quelque chose parce que dans cette rencontre, Maranatha avait la possibilité de pouvoir marquer des buts. Maintenant, si aujourd'hui cette équipe n'est pas arrivée à battre l'AS OTR, c'est simplement parce qu'en face aussi, il y avait une armada offensive donc, du côté de cette équipe de l'OTR avec aussi le retour de Akoro Bilali qui a pesé énormément donc, sur cette défense donc, du club de Wamé. Moi, je pense évidemment que Maranatha a l'occasion de se relever. C'est vrai. Oui, cette équipe... Il reste 6 journées. Oui, maintenant, ça dépendra du club. Moi, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je pense que ça ne se fera pas. Vous pensez à quelque chose? Vous pensez que le club va se maintenir? Vous pensez? Non, mais il y a plusieurs moyens en tout cas, pour se maintenir. Quelqu'un qui connaît très bien le président Gabriel Komlama Ouameyi, Espoir à Sogbavi, je voulais dire, a dit qu'il connaît vraiment le président de Maranatha, que c'était un stratège et il fera tout pour que Maranatha puisse se maintenir en première division. Oui, parce que là, c'est difficile. Regardez, la dernière fois que Maranatha a gagné dans ce championnat, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, c'était le 7 décembre de l'année dernière. Wow. Et c'était la 7e journée du championnat de 1. Et c'était face à quelle équipe? C'était face donc à l'AS OTR, à Wamé. Maranatha avait gagné 1-0. Et donc après 12 journées, eh bien, une litanie de défaites. En autant de sorties. Ça ressemble pas à un club. Pourtant, cette équipe avait réussi à enchaîner 4 victoires de suite. Ça ne ressemble pas à un club qui vient du continent, en tout cas. Bon, on souhaite bon courage aux messagers de Furpo. On espère que les messages sur les prochaines journées vont pouvoir passer. Oui, Mohamed. Nolakina a dit quelque chose de très important tout à l'heure en disant que il y a peut-être des relâchements. Lorsqu'on approche vers la fin, il y a des relâchements au niveau des présidents. Et l'essentiel n'est pas d'être champion. Effectivement, quand on prend le cas d'Asco,
Je pense qu'il y a des murmures. Asco n'est pas vraiment dans sa peau puisque des joueurs boudent. Pourquoi? Il y a des retards de primes, il y a des retards de salaire, d'autres même réclament les primes de signature. Ah bon, ça bouge toujours? Oui, il faut ayant le courage de le dire. Quand vous rentrez sur les plateformes, il y a de tels bruits. Donc si vraiment, véritablement, Asco veut être un bon champion et un véritable représentant à l'extérieur, je pense que tous ces problèmes doivent être réglés. En tout cas. Et puis aussi, il y a aussi des fausses notes, peut-être que vous serez bien informés que moi. Il y a des fausses notes, il y a des bruits qui courent, qu'il y a certains présidents qui veulent faucher le déroulement du championnat avec des réserves bidons, des réserves fantaisistes un peu partout. Et je pense que la fédération est interpellée. La fédération doit prendre toutes ces dispositions pour ne pas essayer d'embrouiller un peu la fin du championnat. En tout cas, on parle de retrait de points encore au niveau d'Asco, des points qui vont être retournés à Unisport ou je ne sais pas. Mais bon, tout cela, on verra bien parce qu'il y a des commissions bien indiquées pour faire le travail. Oui, très rapidement. Oui, je voudrais revenir un peu sur le cas d'Ito. Quand on me dit par exemple que les joueurs ne sont pas payés, je doute. Je doute parce que j'ai même appris qu'après une victoire, eh bien, le président de ce club a doublé même les primes de match donc, de ces joueurs. Mais ce qui est arrivé la dernière fois, il fallait s'y attendre parce que quand vous êtes entraîneur et que vous ne respectez pas vos joueurs... Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Non mais laissez-moi terminer. Que Oloufadé ne respecte pas ses joueurs. Le respect du joueur, c'est aussi dans le discours. Exactement. Quand vous parlez à des joueurs qui sont censés vous donner la victoire, comme si c'était des enfants, eh bien, demain ou après-demain, ces joueurs vont vous lâcher. Naturellement. C'est une règle de vie. Un entraîneur est jugé sur la base de résultats. Quand vous gagnez, on va dire « Ah oui, l'entraîneur a gagné, tout le monde applaudit ». Et quand on perd, on va dire « Oui, cette équipe-là n'arrive pas à gagner et tout, et l'entraîneur va essayer de changer son effectif ». Mais quand, par exemple, vous êtes entraîneur et que vous n'avez pas de bonnes relations avec vos joueurs, soyez-en sûrs, demain ou après-demain sur le terrain, vos joueurs vont vous laisser. Quand le jeune Félix disait tout à l'heure qu'il a vu des joueurs qui n'étaient pas vraiment en forme, il n'a pas tort. Simplement parce qu'on peut analyser de cette façon que oui, mais finalement, les joueurs ont décidé de lâcher leur entraîneur. Mais sur cet aspect, moi, je dis quand même qu'aujourd'hui, il faut cultiver les relations humaines. Quand on est entraîneur d'un club aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas là. Demain, tu peux toujours revenir. Bien. Oloufadé peut toujours revenir à Dito. Pourquoi pas? Mais le fait, par exemple, d'annoncer la nouvelle à la presse avant que les responsables du club ne soient informés, moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit professionnel. C'est pour ça que j'attire l'attention des autres entraîneurs aussi. Soyez-en sûrs, dans la vie, il faut cultiver des bonnes relations. Tu veux quitter Sport FM, quitte Sport FM proprement. Pour que demain ou après-demain, les gens puissent te dire, mais celui-là, il a quitté Sport FM proprement parce qu'il nous a dit il a besoin d'une mise en disponibilité, il a envie d'aller... C'est comme ça la vie humaine, parce que donc, la vie ne s'arrête pas là. Vous pensez que c'est une mauvaise communication c'est une mauvaise communication. À la presse, quand tu le fais, voir, le prochain club qui va te recruter, mais elle va se dire, mais donc c'est de cette façon que lui, il a envie de démissionner. Regardez que ce soit sur le continent ou dans un moment décisif où il fallait faire quelque chose pour l'équipe gagne, que l'entraîneur jette l'éponge avant même d'en informer, disons, les responsables. Je pense que ça va de soi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça va de soi. Ou s'il ou s'il l'avait fait bien avant que les dirigeants ne le virent. Non, on va pas. Que je me pose on va pas rentrer dans le débat. On va pas rentrer dans ce débat. Tout compte fait, Oloufadé Adekami n'est plus l'entraîneur du Dynamique togolais. Il est remplacé par Bonfoy Miao. Peut-être qu'on va souhaiter surtout bon courage au nouveau manager des Robots Rouges pour qu'il réussisse parce que en début de saison, au début de chaque année, Dito reste un potentiel vainqueur, mais jamais couronné à l'arrivée. Voilà, on va marquer la pause et on parle des éperviers, de la CAN, du coronavirus qui chamboule tout, qui impose tout partout. Voilà, on préparait justement cette double confrontation du 26 et 29 mars prochain quand la décision de la Confédération africaine de football tombe, reportant cette 3e et 4e journée. Entre-temps, Claude Marie-François Laurent avait sorti une liste qu'on peut qualifier de provisoire puisqu'on avait dit qu'il y aura d'autres joueurs locaux qui viendraient compléter ce groupe. On va justement découvrir cette liste provisoire.
Il s'agit d'Aboti Dové de GDR Stars Football Club d'Afrique du Sud, Akapo Wilson de l'Ittihad Alexandrie en Égypte, Achu Franco de Fremad au Danemark, Ate Youssifou de Wafa Sporting Club au Ghana, Haïté Flood de Genler Birligui en Turquie, Barcola Malcolm de l'Olympique Lyonnais en France, Bebou Ilas de Hoffenheim en Allemagne, Dosevi Mathieu de Toulouse en France, Djenda Konam de Retafe en Espagne, Laba Kodjo Fodo d'Al Ain aux Émirats Arabes Unis. On retrouve également dans cette liste Lawson Steve de Livingstone en Écosse, Mlapa Peniel d'Al Ittihad Kalba aux Émirats Arabes Unis, Olufade James de Al Ahly du Bahreïn, Ouro Sama Hakim de Lille en France, Plaka Fessou de Berchok en Belgique, Seko Serge de Tcheba en Tunisie et Agbenia Dan Komla de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Et voilà, donc c'est ce que a proposé Claude-Marie-François Leroy comme une première liste. Et les auditeurs de Sport FM ont justement réagi par rapport à cette liste. Quand moi je parcours avec ma liste, à part Fodo là-bas et James Dakolam, les autres, et puis on annonce des retours, tout ça, mais est-ce qu'ils sont en forme? Qui jouent chez eux dans leur équipe respective? Est-ce que Claude Leroy et son entourage, ils ont pris le soin de suivre ces joueurs-là dans leur club? Parce que là, on va appeler pour appeler. L'équipe en face, c'est l'Égypte, ce n'est pas Comore ni Soudan à côté. Donc moi, j'ai bien peur pour cette confrontation aller-retour. Bref, on se donne une préparation à nos éperviers, de mouiller le maillot, surtout sur 6 points possibles qu'on peut les répandre pour 5 points. Le nouveau dont on parle dit qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin qu'on nous sorte d'un nouveau nom. Non, on n'a plus besoin de ça. Si on a fait appel à ce joueur par rapport à un besoin précis, là, je peux être d'accord. Mais juste faire appel au joueur parce que peut-être on veut le garder ou bien on veut le préserver ou bien on veut juste le faire rentrer dans le milieu des sécurités. Là, bon, moi, ça va me gêner tout petit. Parce que ce qui nous attend, c'est quand même du costaud. Donc, on aura besoin des hommes de devoir. Raison pour laquelle, moi, je félicite quand même le retour de Plaka Fessou-Meme. Pour ces deux rencontres, on a besoin des hommes de devoir. Et j'espère que M. Claude Leroy et tout son staff ont pris quand même le temps nécessaire d'étudier chaque joueur, son comportement avant de nous sortir cette liste. En réalité, est-ce qu'on est encore meilleur que ça? Sincèrement, il faut voir cette liste-là. Toutefois, la liste n'est pas aussi mauvaise que ça. Nous avons une très bonne liste. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Comme là, Benia dans Plaka Fessou du jour, Abaye du jour. Seulement, j'ai une petite sincère au niveau de Dosevi. Au niveau de Fleur de Haïti, c'est au niveau de ces deux-là que moi je vois pas leur approche physique et technique dans ce match. Parce que pour les autres, puis les joueurs qui évoluent dans ce championnat, ça fait du bien quand même. Si vraiment Claude veut faire quelque chose de très bien, il doit utiliser ce joueur que la Ballot de Serre est en train déjà d'utiliser pour nous donner quelque chose de meilleur au niveau de l'Égypte la fois prochaine. Depuis que Claude avait quitté au Togo, c'est sûr qu'il voit qu'il va lui faire. C'est bizarre, hein? Le joueur qu'il avait convoqué là, trois joueurs que moi, je vois qu'il est en forme. D'autres, c'est pour les décollages. Il n'a qu'à voir les listes qu'il est en train de faire. Sinon, nous, les Togolais, nous, on va regretter. Voilà, donc c'est les joueurs convoqués en attendant des ajouts pour la double confrontation contre les Pharaons qui était prévue sur les 26 et 29 mars prochains. Mais patatras, le coronavirus a décidé autre chose. Ces matchs ont été reportés. Comment analysez-vous ça? Une bonne chose pour le Togo qui se cherchait un peu au niveau de sa sélection. Que dites-vous? Oui, bon, comme c'est une épidémie qui a fait que cela a été reporté, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose parce que attendre l'épidémie, ce n'est pas bien. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, ça arrange le Togo. Parce que pour moi, c'est comme si c'est maintenant que Claude Leroy s'est réveillé d'un long sommeil. Oui, parce que je me demandais si c'est maintenant qu'il a appris que le Togo devait jouer face à l'Égypte, les allers-retours. Sinon, moi, franchement, ce que nous devons comprendre au Togo, je ne sais pas ce que les gens appellent pas professionnel. À chaque temps, il faut dire que non, nos locaux ne valent rien. Il faut risquer. Le Nigeria a risqué avec Kessi, nous avons vu ce que ça a donné. Les autres pays jouent avec leurs locaux. Pourquoi nous voulons toujours prendre des gens qui ont pris l'avion ou bien qui sont à l'extérieur? Aujourd'hui, sur la liste, quelqu'un, un auditeur l'a dit, il a cité quelques noms, ce qu'on appelle professionnel. Si moi je veux prendre un professionnel actuellement, c'est James Dakonom, que moi je vois que c'est un professionnel. Le reste, je peux dire que ce sont des amateurs. Et nos joueurs locaux, avec les moyens qu'on mettra à leur disposition, feront mieux que ces soi-disant professionnels. Donc aujourd'hui, moi je vois que Claude Leroy, franchement, je ne veux pas beaucoup parler de lui, mais je souhaite plutôt la chance
à notre nouvelle fédération, puisque lorsque j'ai appris le renouvellement de Claude Leroy par le biais d'Akpovi, j'ai tenu ma tête, j'ai dit que vraiment Akpovi, il est tombé dedans. Oui, il est tombé dedans parce que lorsque Claude Leroy était là premièrement, on a beau crier, on dit que même le ministère ne connaît pas son contrat, même la fédération. Et si c'est pour le renouveler et que c'est le nouveau bureau qui va le reconduire, ça veut dire qu'il y a un piège dedans. Okay, ah bon? Pourquoi dites-vous que c'est un piège? C'est un piège parce qu'on a beaucoup critiqué Claude Leroy, nous avons voulu son départ. Oui. Ok, maintenant Akpovi est là. Donc, Akpovi peut-être, les gens le détestent. Comment faire pour le changer? On ne peut pas. Alors là, confier au Claude Leroy, on va le confier avec Claude Leroy, sachant que les résultats de Claude Leroy seront négatifs. Alors là, Akpovi va tomber dans le pied du peuple. On va dire que alors là, la fédération l'a conduit et puis c'est fini. Nous n'allons pas critiquer Akpovi. C'est pourquoi on l'a tendu ce piège, on l'a confié au Claude Leroy. Alors là, il faut te charger de lui. Alors qu'Akpovi ne veut pas peser sur Claude Leroy. C'est là où il y a le danger. Il ne pourra pas peser. Est-ce qu'aujourd'hui, Akpovi peut dire Claude Leroy? Non, il ne faut pas. Un entraîneur qui prépare les compétitions, qui vit à l'extérieur, il faut se promener, gaspiller l'argent du Togo, aller de pays en pays pour superviser les joueurs. On n'a pas besoin de ça. Nous pouvons construire une équipe locale ici capable de faire mieux que ce que... Aujourd'hui, tout le monde a vu nos soins de fonctionnaires quand ils sont revenus pour les démarches. Moi, mais je ferai mieux que certains joueurs. Oui, des joueurs qui marchent. C'est comme si on les oblige à jouer. On oblige certains joueurs à jouer. Ils marchent le terrain, on ne sait pas qu'ils attendent quoi pour jouer. Non, nous devons arrêter cela. On a vu en Afrique actuellement, les gens se basent sur le produit local. Et la chance, le coronavirus est en train de nous montrer que de ne pas compter ceux qui sont là chaque temps. Ils ne comptent que sur la FIFA. Ils ne comptent que sur l'ONU. Aujourd'hui, ça a commencé par où? Les Européens souffrent et nous les Africains. Donc le coronavirus est en train de nous dire que alors là, chacun doit préparer les choses, prendre son destin en main. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Oui, s'il faut toujours continuer à crier que la FIFA doit nous financer. Aujourd'hui, le coronavirus a attaqué les Européens, ils n'arrivent pas à traiter. Si c'était l'Afrique, c'est-à-dire que nous sommes morts. Alors là, les gens doivent essayer de voir clair. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, voir à l'interne qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut produire pour pouvoir toujours contrecarrer cette éventualité. Oui, aujourd'hui, le Togo ne jouera plus les 26 et 29. Comment l'analysez-vous? C'est dommage ou bien c'est quelque chose, à quelque chose malheur est bon? Non, moi je ne le vois pas de cet angle parce que vous savez, pour moi c'est maintenant ou jamais. Si on dit oui qu'à quelque chose malheureux, bon, c'est comme si on s'attend à ce que demain il y aura un Messi qui sortira ou un Cristiano Ronaldo ou un Neymar, ce qui ne serait pas le cas. Ou bien c'est comme si demain on aura, lors de la prochaine programmation, on aura un Anne Richard qui marcherait sur l'Afrique ou la Bafode ou un joueur qui ferait l'unanimité de par le monde et on dira que voilà le Togo a son Messi. Non. De toutes les façons, que ce soit maintenant ou avant, la responsabilité c'est dans la main de l'entraîneur. Si aujourd'hui, en mars, l'entraîneur n'arrive pas à avoir une équipe type depuis, ou bien une équipe compacte pour affronter l'Égypte sur cette confrontation depuis qu'il est au Togo depuis 2016, là je me dis que où allons-nous? Parce que nous avons, lorsque le sélectionneur Claude-Marie François Leroy est venu, il a bien dit que son objectif c'était la CAN 2019, on l'a raté. Et maintenant, lorsque son contrat a été renouvelé, le président de la fédération l'a bien signifié que l'objectif c'est la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022. Donc si jusqu'à présent on n'a pas encore une équipe solide pour affronter l'Égypte, là c'est comme si on va droit dans un mur. Et pour rebondir sur ce qu'a dit mon confrère précédemment, c'est que moi je vois que les choses se déroulent dans sa normalité, parce que comme cela se fait dans toutes les fédérations, c'est le président de la fédération qui gère la sélection et non le ministère ou la présidence. Donc si aujourd'hui le colonel Akpovi a eu sous sa main la gestion du dossier Claude Leroy, c'est que moi je vois ça, je prends ça en positif, c'est qu'il se dit homme de la situation, que normalement c'est comme ça que cela devrait se faire, et c'est à lui de gérer ce dossier comme un brave homme, comme un président ou bien comme un capitaine qui dirige son bateau, parce que si ça va mal, ce sera dans son compte, si ça va bien, ce sera aussi dans son compte. Donc aujourd'hui moi je vois ça comme un acquis ou bien quelque chose de positif pour le football togolais. Si les objectifs de Claude ne sont pas atteints,
moi, j'ose croire que Colonel Guy Yakbovi dirait que, bon, voilà, les objectifs ne sont pas atteints, monsieur, désolé, on va changer de stratégie. Oui, Nola Kinabo Rosé, aujourd'hui, on l'a dit, on ne cesse jamais de le dire, le coronavirus bouleverse tout sur son passage. Ce changement de calendrier, ce report des matchs de la 3e et 4e journée, du bien pour le Togo ou vous souhaitiez qu'on y aille les 26 et 29? Je pense que il y a encore rien de bien à partir du moment où il y a cette compétition coronavirus contre le monde. Donc, à partir du moment où ce virus persiste, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de bien autour. Maintenant, s'il s'agit de la gestion de notre équipe nationale, c'est un éternel débat. Bon, on va simplement dire qu'on a encore une opportunité de prendre un peu de recul et peut-être de mieux faire la chose quand il s'agit de construire l'équipe, parce que c'est le seul défi qu'on n'arrive pas toujours à surmonter. Comment construire cette équipe-là, comment arriver à avoir un effectif qui peut réellement challenger les autres. Et depuis l'arrivée de Claude, c'est le seul défi qu'il n'a pas réussi à surmonter. Bon. Maintenant que ces 2 matchs ont été pour le moment annulés, comme je dis, c'est peut-être une occasion pour lui de prendre un peu de recul et voir ce qu'il peut faire en attendant que on a de nouvelles dates. Sinon, je pense que le défi actuel, comme je le disais, c'est cette grande compétition coronavirus contre le monde entier. Et pour le moment, le coronavirus est en train de gagner. Donc, je pense qu'il faut plus penser à ça que l'équipe nationale. Parce que, quel que soit ce que ça va donner, on espère juste que cette épidémie rentre rapidement dans l'histoire et le travail va continuer au niveau de l'équipe nationale. Aristide Quevillien, quelles sont vos réactions après ce report-là? Vous avez pensé à quoi? Oui, vous avez dit ouf, on aura le temps de mieux préparer ce match ou voilà. Je pense que c'est une situation assez compliquée. Compliquée d'abord sur le plan organisationnel, parce que je me dis aujourd'hui la CAF est obligée de prendre une décision parce qu'il y a une forte pression, n'est-ce pas, de ces pays maghrébins qui sont touchés là où il y a même beaucoup de cas. Et donc, du coup, il n'y avait pas de solution. Ce serait peut-être dans la zone ouest africaine, on pourrait dire, on sera obligé donc de jouer à huis clos. Vous savez que l'histoire récente des compétitions nationales et internationales a souvent offert un florilège de rencontres, souvent jouées à huis clos. Peut-être à cause d'incidents avérés ou de sanctions de structures organisatrices. Cela nous amène à dire quand même que si, tel que la CAF avait pensé au début, avait décidé peut-être de jouer les matchs à huis clos, ça serait peut-être, l'une des solutions qui serait peut-être approuvé par la plupart donc des Africains. Aujourd'hui, on parle de coronavirus, mais avant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Ebola. Moi, je dis quand même qu'il y a un virus beaucoup plus dangereux même que le coronavirus. C'est quoi? On n'en parle pas. C'est quoi? C'est la malnutrition, c'est la famine. C'est-à-dire que les gens meurent chaque jour que Dieu fait de la malnutrition. Les gens meurent chaque jour. Mais on n'en parle pas, voulez-vous dire? On n'en parle pas. Aujourd'hui, il a fallu qu'on revienne. Parce que c'est pas contagieux. Justement. Mais ça tue beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a la médecine s'est développée, il y a des moyens. Vous regardez par exemple en Chine, on nous dit qu'il y a des gens qui sont déjà guéris, etc. Mais la malnutrition, les gens meurent chaque jour que Dieu fait. Oui, la par pauvreté. Rapport à cette situation, vous avez dit quoi pour les 2 matchs à venir? C'est-à-dire que oui, on aurait pu y aller ou finalement ça donne au Togo. Oui, c'est l'analyse que je faisais. On pourrait peut-être décider de jouer, comme la CAF l'avait dit au départ, jouer à huis clos. Je pense évidemment, peut-être dans notre pays, le Togo, l'Égypte peut venir, nous on va les accueillir tranquillement, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous savez que la plupart des difficultés, c'est lié aux frontières et tout, mais je comprends aussi que c'est une mesure préventive. Lorsqu'on est en période de crise, il faut une communication de crise, et c'est ce que la CAF a fait. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on ne va pas prendre de risques. La CAF ne veut pas prendre de risques. En fait, c'est ce que ça veut dire. Personne ne veut prendre de risques. Voilà, donc c'est à ce niveau que je comprends que on est obligé d'annuler parce que là, il faut une communication de crise pour pouvoir rassurer tout le monde. Mais à cette allure, moi, j'ai l'impression qu'on risque peut-être d'apprendre du jour au lendemain que la CAN même est annulée.
à cette allure. Regardez par exemple, aujourd'hui on parle du coronavirus. Vous savez que c'est le dernier cas, c'est le dernier coronavirus qui est découvert. La Chine a découvert le coronavirus et a fait découvrir ce coronavirus au monde. On parle donc de Covid-19. Oui. Covid-19 parce que découvert en 2019. Oui. Mais avant, il y a eu déjà, disons, 6 coronavirus. Coronavirus a été découvert au milieu des années 60. Et quand vous écoutez les épidémiologistes, ils vous diront que parmi les 6, et donc nous sommes au 7e, il y a 2 cas déjà qui ont été déclarés par l'Organisation mondiale de la santé comme étant des épidémies mortelles, mais qui ont amené, disons, les instances à déclarer, disons, l'intérêt public. Donc à cela, pour dire que, attention, c'est devenu une pandémie. Aujourd'hui, ce dernier cas, on parle de Covid-19, c'est devenu une pandémie parce que l'OMS estime que ça a connu une propagation mondiale. Alors que bien avant, 2002-2003, ça a duré pratiquement 2 ans, cette histoire de Covid. C'était quoi? C'était déjà le SRAS, le SARS-CoV, qui a été découvert en Chine. Et là, c'était 8000 cas qui a touché 30 pays. Et donc, près de 774 décès. Quand vous prenez le deuxième cas de Covid mortel, c'était donc le MERS-CoV qui a été découvert en quelle année? 2012. Et ça a duré pratiquement 1 an. C'est-à-dire que le dernier cas, les gens étaient guéris finalement en 2013. Cela veut dire que quand vous analysez bien les cas d'intérêt public qui font tellement peur à l'OMS, vous allez voir que c'est pratiquement sur 1 année. Ce qui veut dire que si on arrive aujourd'hui à annuler cette compétition, c'est-à-dire ces éliminatoires, il faut s'attendre peut-être à 1 an pour que ça finisse. Parce qu'en réalité, c'est une pandémie mortelle où finalement, on ne peut pas prédire la fin. Vous voulez dire que tous les calendriers sportifs sont menacés? Tous les calendriers sportifs sont menacés. C'est possible, oui, pour l'Europe, par exemple, la Ligue européenne des champions, l'Euro, l'UEFA va réfléchir là-dessus. Mardi à venir, en Afrique, c'est vrai qu'on ne connaît pas cette pandémie à grande échelle déjà, mais il y a des dispositions qui sont prises. La CAF en train de réfléchir. Parce qu'aucun épidémiologiste aujourd'hui ne peut vous dire que oui, le Covid-19 va prendre fin à telle période. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas le prédire. Parce que du moment où le cycle de transmission est là, et on ne peut pas rompre ce cycle de transmission parce que les gens voyagent de pays en pays, et donc il faut s'attendre à ce que demain ou après-demain, la CAF nous dise que voilà, on n'aura plus la CAN 2021. Le Cameroun va pleurer, les Camerounais vont pleurer, mais ils ne seront probablement pas prêts à verser des larmes. Qu'est-ce qu'on peut, avant Mohamed, oui, quelles peuvent être les conséquences économiques dans le monde du sport? On sait qu'il y a beaucoup de manques à gagner. Par exemple, sur le match PSG-Dortmund la dernière fois, près de 5 millions d'euros ont été perdus comme ça. Mais ici, pour la CAF, qui reprogramme les calendriers, qui ne sait pas si ça va revenir vite, quelles peuvent être les conséquences de cette pandémie? Bon, je pense que naturellement, sans peut-être prétendre avoir des chiffres, on sait qu'il y aura beaucoup de pertes. Parce que voilà, quand on parle des grandes compétitions, c'est la télévision, c'est les ventes de tickets, c'est les ventes des équipements. Donc tout cela, ça va être, ça sera à l'arrêt. Et forcément, il y aura peut-être les comptes à faire plus tard. Mais dans l'urgence, on sait que voilà, tout ce qui est CAF, FIFA, UEFA, ils n'ont aucun contrôle sur ce virus-là. Et aujourd'hui, nous sommes juste à l'écoute de l'OMS. Parce qu'aujourd'hui, même si la CAF veut faire la sourde oreille, moi je vous parie qu'il n'y aura personne sur les terrains pendant. Même le CHAN, je pense qu'ils doivent rapidement communiquer dessus. C'est vrai. Il faut rapidement annuler ou bien reporter. Aujourd'hui, qui va reporter ou annuler? Que ce soit un report ou une annulation, à partir du moment où on n'a pas de vaccin, où on n'a pas de date pour dire que le virus partira, tout ce qu'il y a comme événement, on peut simplement dire report ou annulation. Parce qu'on entend juste avoir une situation meilleure pour pouvoir avoir ces événements. Parce que quand vous y pensez, les spectateurs, c'est qui? C'est nous. Un papa, une maman, toute une famille. Mais qui va accepter à amener sa famille sur un spectacle, sachant que il y a un risque. Il y a des risques. Donc naturellement, c'est pour dire que les organisateurs n'ont aucun contrôle sur le virus. Donc il faut juste s'atteler à tout ce que l'OMS donne comme message et comprendre que ça ne vaut pas la peine de forcer. Maintenant, comme au-delà d'une crise,
au-delà d'une pandémie, c'est aussi une crise économique. Donc forcément, il faut faire attention. Maintenant, c'est vrai que voilà, la CAF va perdre beaucoup parce que tout se fait sur contrat. Mais je pense que voilà, même les prestataires, les fournisseurs, eux aussi savent que voilà. Au Togo, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? Parce que bon, ce n'est pas, la fédération n'a pas encore annulé les compétitions. Les championnats vont se poursuivre parce qu'on a déclaré qu'un cas ici. Eh ben, est-ce que ça peut déranger? Non, je pense que tout ce qui peut déranger au Togo, c'est la psycho. C'est juste qu'on a tous un peu peur. Mais quand on s'en tient peut-être à tout ce qui est méthode préventive, on sait que voilà, on peut rester dans le moment. Mais en même temps, le côté en griffe positif qu'on peut tirer de cela, c'est qu'aujourd'hui, on a le temps de faire des choses en interne. On a le temps de travailler sur tout ce que nous avons à faire sur le plan national. C'est-à-dire notre football, on peut juste se pencher à 100% à travailler sur notre football parce qu'on sait qu'on ne va pas penser à aller à l'extérieur. Tout ce qui est, on va dire, marché national, tout ce qu'on peut développer au Togo aujourd'hui, on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas le temps de sortir du pays et revenir. Donc, on a un peu de temps pour se concentrer sur nous-mêmes. C'est peut-être le seul truc positif que moi je vois dans ce virus-là qui est en train d'attaquer tout le monde. Oui, Mohamed. Oui. Quand on parle du football, moi je vais m'attaquer à la fédération. Non, Attendez. Vas-y. Oui, aujourd'hui, quand vous voyez dans le monde entier, les gens sont en train de prendre des dispositions. Au moment où nous sommes en train de s'agiter, on s'articule. Avant même la CAF, le Togo devait prendre des dispositions. Le Togo devait demander. En disant quoi? Le Togo devait demander le report parce que l'Égypte est le premier pays africain le plus touché. Après, c'est l'Algérie et le Sénégal. Alors que nous devons jouer contre l'Égypte, mais on est prêt. Quand on prend même actuellement les locaux, ils préparent un tournoi à 3. Ils sont déjà arrivés au Burkina et c'est à ce moment qu'on annule le tournoi. Alors je me demande, quelle est la communication? Le Niger n'est pas venu. Oui, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises avant de se rendre là-bas? Ça veut dire que le Togo, on ne communique pas. On ne se renseigne pas autour de ce qui se passe. On se précipite, on s'agite. Très souvent dans des situations difficiles comme ça, c'est les faibles qui s'agitent, qui gesticulent. Sinon, regarde, on cherche quoi déjà au Burkina? Alors on parle de coronavirus, donc ça veut dire que ça ne nous intéresse pas au Togo. Est-ce que c'est ça? Non, oui, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au Burkina, on dit que la compétition est annulée. Non, c'est pas annulé. Le Niger ne vient pas. Ça veut dire que c'est annulé. Nous allons jouer 2 matchs. Les gens sont en train de prendre les dispositions. Ça veut dire que nous, ici, on ne prend pas de dispositions. Nous voulons sacrifier nos joueurs et aller ramener des choses pour le Togo, au pays. Donc vous pensez que la fédération n'a pas vite réagi? Oui, la fédération n'a pas vite réagi. Avant la CAF, on avait vu le Kenya, le Rwanda, certains pays avaient demandé le report de leur rencontre. Et pourquoi nous voulons toujours aller jouer? C'est très dangereux. Donc, on peut même arrêter tout aujourd'hui, dire qu'il faut jouer, ce n'est pas bon. Même le championnat, on peut arrêter. Ça ne la vie d'abord, la santé d'abord. Oui, mais c'est juste un cas qu'on a déclaré ici. Bon, on a déclaré, mais le cas là, on dit que ce n'est plus ça, on a démenti. Donc, mais nous devons prendre les précautions. Voilà. Oui, mais Franck, c'est que le problème, c'est que le continent africain n'est pas très touché par ce virus-là. Je ne sais pas pourquoi on veut faire comme les autres. Aujourd'hui, si vous voyez, nous voyons pourquoi l'Italie, toute l'Italie est en quarantaine, c'est parce que le virus est très mortel en Italie, de même aux États et partout ailleurs en Europe. Mais aujourd'hui, en Afrique, oui, il y a des cas, mais ce ne sont pas des cas très graves et on n'a pas une telle psychose. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre des précautions. Oui, il faut prendre des précautions. Par exemple, en parlant de prendre des précautions, oui, on peut interdire le regroupement de personnes ou bien interdire l'accès au stade, au spectacle. Mais quand même, le ballon pouvait rouler. Selon moi, parce que ce n'est pas encore alarmant. En Afrique, oui, il y a cette psychose-là. Les gens ont peur d'ailleurs, de toutes les façons. Est-ce qu'en Afrique, je ne sais pas si on va parler de ça sur le champ. Est-ce que les gens y vont tellement au stade pour suivre ces matchs? Ça aussi, c'est de 1 parce qu'on a eu des cannes ici sur ce continent où on a eu des stades à moitié vides. Donc, moi, je vois que oui, certaines nations se sont plaintes. Par exemple, si on prend une nation comme les îles, comment ils ont la plupart de leurs joueurs en Europe, en France et partout. Mais on peut quand même tester ces joueurs parce que c'est comme si c'est sur 15 jours, sur 2 semaines, si je ne me trompe pas, on peut quand même tester ces joueurs-là. Voici, il y a des cas où on essaye de prendre des mesures et jouer ces matchs à huis clos. Selon moi, pour vous, il ne faut pas reporter. Oui, on a reporté. Ce n'est pas une mauvaise chose de reporter, mais on pourrait se lever très tôt
et prendre des précautions et faire rouler le ballon. Le ballon, en tout cas. Franck, je vais ajouter quelque chose. Oui. Écoutez, ceux sur qui nous comptons, ceux sur qui il y a quelque chose, nous allons nous tourner en souffre. Et pourquoi nous allons risquer? Non, c'est peut-être que le virus se plaît à grandir, à se multiplier là-bas. Peut-être le climat le permet. Voilà, sur l'Afrique subsaharienne, il semble un épidémiologiste nigérien a dit que le virus ne peut pas supporter, par exemple, une température de 20 degrés. Bon, il a dit... Bon, par exemple, en Afrique noire, on a... Bien prévenir, mieux vaut que guérir. Très bien. Oui, Aristide Covidien. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'en période de crise, il faut une communication de crise. Il faut ne pas créer la psychose auprès des populations. Voilà. Parce que dans cette histoire, c'est un peu délicat. Vous savez, l'entraîneur égyptien, avant même cette suspension, avait communiqué la liste donc, des joueurs expatriés qui devaient rejoindre. Ils sont 4. Égyptiens qui vont rejoindre donc les locaux. Je vous ai toujours dit que l'Égypte fait partie des pays du Maghreb qui ont souvent basé leur équipe nationale sur la colonne vertébrale de l'équipe nationale sur des joueurs locaux. Donc il n'y en avait que 4 qui étaient convoqués de l'extérieur. C'est pour nous dire que au niveau même de l'Égypte, la rencontre Égypte-Togo était menacée. Menacée, mais on était sûr que cette rencontre ne devrait pas être annulée. C'est-à-dire quoi? L'État égyptien avait décidé que toutes les rencontres désormais devraient se jouer à huis clos jusqu'à un certain moment. L'État égyptien n'a pas dit que oui, on va annuler les rencontres et tout ça. La rencontre Égypte-Togo, si c'est que la CAF n'avait pas pris donc cette décision, pourrait être jouée à huis clos. Et l'État égyptien trouvait que c'est la meilleure des solutions. D'accord? Et donc, je pense que même ces éliminatoires étaient programmés entre août et septembre à cause des éliminatoires de la Coupe du Monde. On était obligé de ramener ces éliminatoires en mars. Et vous pensez que si d'ici juin, on n'a pas de solution, ou d'ici août, on n'a pas de solution, ça va carrément fausser la donne. C'est pour ça que je vous dis, après, ou bien même avant le coronavirus, il y avait Ebola, l'épidémie Ebola, qui n'avait pas touché les Européens, mais qui a touché la majeure partie donc, des pays de l'Afrique de l'Ouest et autres. De l'Afrique centrale, et même le Nigeria, il y en avait quelques cas. Mais rappelez-vous, en 2017, où on parlait d'Ebola, la Côte d'Ivoire avait organisé quoi? Les 8e Jeux de la francophonie. Plus d'une centaine de pays ont participé et donc, à cette compétition. Mais la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour accueillir les nations du monde, pour abriter à la fin de la compétition, il n'y a pas eu de cas d'Ebola. Au moment où la Guinée battait le Togo, ici, il y avait Ebola et chez eux. Mais ils sont venus jouer ici. Ils sont venus jouer. Non, je vais terminer mon analyse. On va y aller. De la même façon, vous allez voir que le Maroc avait refusé d'abriter le CHAN. De quelle année? 2018, je pense. Donc, à cause de cette... Oui, plutôt la CAN. Plutôt la CAN. Le Maroc avait refusé d'abriter la CAN. Que la Guinée équatoriale. Que la Guinée équatoriale a finalement abrité en 2015. Et donc, il y avait eu Ebola. Mais avant Ebola, il y a la grippe porcine, la grippe aviaire. Bien, on va pas rentrer dans tout ça. C'est bien. Ebola, c'est vite en Afrique seulement. C'était en Afrique. Maintenant, ici, c'est une épidémie qui se vit plus en Europe. Et c'est une épidémie mondiale. Là, c'est deux choses différentes. Non, oui, c'est ça qu'on dit qu'il y a... On va donc laisser l'occasion aux épidémiologistes de pouvoir se prononcer là-dessus. Il y a les auditeurs qui nous attendent. Quelque part, ils veulent réagir. Pélagie, on y va. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Voilà, donc les auditeurs, ils sont là, ils sont prêts. Allô? On est déjà calé depuis matin. Oui, Brocadio, bonjour. Je vais bien, mon frère. Oui, tout va bien, non? Ça va être heureux. On y va. Seulement que c'est le report que nous fait un peu de soucis, mais on fait avec. Ouais. Vous ne voulez pas que ces matchs soient reportés? Ouais, pourquoi pas. Bien sûr. Parce que c'est ça qui nous donne un peu la joie. La joie à côté de la santé. On fait le choix. Je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant, moi, je rejoins un peu le grand frère Mohamed.
un temps, il y avait pratiquement plus de 4 à 5 entraîneurs qui sont partis au Bénin là. Finalement, il reste combien là-bas? Oh, moi, je ne sais plus. Hein. On sait, il y a Wadja qui est là-bas. Wadja qui est resté. Il y a, je pense, Kegbalo également qui est là-bas. Oui, je pense. Parce que je me rappelle très bien quand l'entraîneur de Espoir de Tchéquie. Fofana Aboubakar? Non, il est là. Non, il y avait Fofana, il y avait... Oui, il y a Fofana, il y avait Wadja, il y avait Jules Koudjodji, il y avait également Kegbalo. Maintenant, il n'y a que Wadja et puis Kegbalo parce que Fofana est revenu. Il est à la tête du CDF Aknour de Bafilo désormais. Je crois que Koudjodji est en tête d'Espoir de Tchévier, vous le savez. Les autres, ils sont revenus. Oui. D'accord. Parce que je veux comprendre qu'il nous fait savoir qu'au Bénin, la base est bien payée. Quelqu'un qui est bien payé sur la première division. Et maintenant, tu reviens au Togo, tu viens diriger la troisième division ou la deuxième division. C'est là il faut comprendre que peut-être là-bas, le travail qu'ils font là-bas, c'est pas ça. C'est pourquoi on les a laissés. Sinon, si Jules, au Bénin, il est bien payé, il ne peut pas laisser le premier division de venir côté Espoir de Tchévier qui est là-bas. Je peux pas parler. Parce qu'on en fait. Où le supporter t'insulte, on te frappe là-bas. Donc vous donnez. Le traîneur togolais n'a qu'à bien travailler. Il n'a qu'à laisser une sorte de gris là, le malamgo là, n'a qu'à bien travailler. Mais est-ce que quelqu'un vous a déjà amené chez un malam pour faire gris? Non, il y a malamgo, il y a malango, on connaît ça. Ah bon? Ouais, mon frère, bonne journée. À très bientôt. Voilà, donc Boukadio, bonjour. On espère que on veut croire que le voisin n'est pas loin, hein, même très loin. Le 92 03 60 31. Allô? Allô, bonjour Franck. Bonjour cher ami. C'est Félix depuis Arakpamé. Félix, vous allez bien? Très bien même. On y va. Moi, j'aimerais un peu parler de la sélection Fagnon, de la convocation de Claude Marie-François. Une fois, moi, je suis quand même d'accord avec Claude à 70%. C'est ce que nous demandons avec l'attaque. À un moment donné, ça ne marchait pas. Il fallait changer les pions. Cette fois-ci, il a fait. Donc, c'est bon. Et au niveau du milieu de terrain aussi, c'est un problème éternel de cette équipe-là. Il va falloir qu'il essaie également de revoir ce secteur-là, puisque aujourd'hui, en absence de Alexis Romao, nous ne voyons pas un milieu de terrain qui peut aujourd'hui bien jouer. Il va falloir qu'il essaie de chercher, même en Europe, s'il ne trouve pas dans notre championnat, il y en a des joueurs qui peuvent faire cette affaire-là. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Merci Félix depuis Adakpamé, à très bientôt, hein. Excellent week-end. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, et Keke. Non, c'est monsieur Kekeli de Katamblaka. Ah, c'est plutôt Kekeli, ok. Tout va bien? Tout va bien, mon cher Franck. Comment est-vous là-bas? Oui, on rend grâce, ça va. Bonne émission à vous tous qui sont là-bas. Merci. C'est vraiment bonne chance à Valo de ces équipes et ces enfants. Je leur souhaite une très bonne chance. À voir ce qu'il est en train de faire, je pense que ça va aller, Inch'Allah. Et dire bonne chance à l'équipe des trois équipes de la région centrale, à savoir Semassi, Unisport et Fortune de Samba. Ah, très bien, oui. Bonne chance à ces trois équipes. Oui. Si prête à Dieu, Inch'Allah, la coupe de l'indépendance sera dans la région centrale. On verra bien. Je vous affirme, M. François. Entre les trois équipes, la coupe de l'indépendance sera parmi les trois équipes. Très bien. Merci beaucoup. Allez. M. Claude Leroy. Excellent week-end, à bientôt. Kekeli, oui. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à Samedi Sport sur Sport FM comme tous les samedis. Voilà, nous allons continuer avec les auditeurs. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Franck. Oui, salut. Votre nom? C'est H depuis Quand GP. Quand GP. Oui. Très bien. Ouais, c'est pour pouvoir participer.
Oui, allez-y. Oui, bon, pour moi, le record, c'est une très bonne nouvelle pour nous, puisque jusqu'alors, nous n'avons pas une équipe pour pouvoir affronter les titres. Et votre invité, là, comment vous l'appelez, Arbaka Farouk, Lyoni le sait. Pour moi, c'est que le mieux va mieux se préparer pour pouvoir affronter cette équipe égyptienne. Moi, je ne sais pas à quoi nous allons faire en face s'il n'y avait pas ce record. Sincèrement. Ceux qui disent que ce n'est pas bien venu, moi, c'est bien venu. Pour comme toujours mieux préparer d'affronter cette équipe égyptienne. Nous n'arrivons pas à battre cette équipe pour le voir attaque. Son chemin, sinon il risque, sincèrement. Puisque nous, on est pratiqué, sincèrement. Là, je salue l'artiste président aussi. Bien. Ouais. Merci, excellent week-end. À bientôt, cher ami du camp GP, le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour participer à cette émission Samedi Sport sur Sport FM. Voilà, on va toujours continuer avec vous, auditeurs. On a encore quelques minutes pour pouvoir recevoir vos analyses. Allô? Allô, bonjour Franck. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Oui, ça va. Et vous-même? Je vous porte en merveille. Votre nom? L'homme de Tocoin. L'homme de Tocoin? Oui. Alphonse Ébé. Pardon? Alphonse, depuis Tocoin. Alphonse, depuis Tocoin, oui. Moi, pour ce matin, je voulais me prononcer sur le cas de Gaza, quoi. Parce que, vraiment, moi, je sollicite M. Ouattara de revoir les anciens. Et moi, ce qui ne va pas, jusqu'à présent, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ils ont joué jusqu'à plus de 10 journées, sans en avoir 2 victoires. Allô? Allô? Oui, il est parti visiblement. Notre ami Alphonse, le 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Oui, on va. Oui, il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Franck. Oui, allô? Oui, c'est Joseph depuis Agualoupe. Oui, Agualoupe, Gildas. Oui, Joseph. Joseph, ok. Oui. Oui, on vous écoute. J'aimerais intervenir par rapport à notre entraîneur Claude Leroy. Et puisque moi, je me suis bien posé cette question. Le gars avait dit il va vous qualifier pour la CAN passée, mais il n'a pas pu le faire. Maintenant, il dit de lui donner encore une chance. Ça dit, bon, on lui a encore donné une chance. Et si il n'a pas pu nous qualifier, parce qu'il va démissionner. Donc, il faut attendre, ne pas pouvoir nous qualifier avant de nous laisser. On veut avancer ou bien on veut reculer. Ce que je ne comprends pas. Il va falloir qu'il confirme que non, que tu fais. Mais s'il veut démissionner, qu'il démissionne en même temps. Mais dire, si je n'ai pas pu le faire, je démissionne. En ce moment, il nous a déjà. On n'avance pas, on recule ça. Bon, c'est ce que moi j'avais à dire ça. Voilà. Merci. Cher ami, le 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est avec depuis Thévier. Pardon? Avec depuis Thévier. Très bien, depuis Thévier. Ça va bien là-bas? Ça va, ça bouge. Ok, moi j'aimerais savoir quelle est la difficulté, ou bien quel est le problème qui fait reculer notre milieu électromagnétique de la sélection. Le problème? Oui. Il a dit qu'il prenait sa retraite internationale, c'est tout. D'accord. Donc, merci beaucoup. Oui. À très bientôt. Excellent week-end. Quelqu'un d'autre derrière? Oui, quelqu'un nous fait savoir que aux dernières nouvelles, Ouadia est à Lomé, Kegbalo aussi a quitté le Bénin. On savait que Kofi Komla était de retour depuis, donc plus de Togolais là-bas visiblement. Oui. Bonjour Taureau. Voilà, tout va bien.
j'imagine. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Ibrahim Bernard Kopé. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Et je voulais intervenir par rapport aux entraîneurs togolais. Mhm. Et ils se mettent une pression eux-mêmes et après ils démissionnent. Ça veut dire? Je vais prendre l'exemple de l'entraîneur de Boesso qui va gagner 12 matchs. Or, actuellement, il a déjà 2 défaites et 2 matchs nuls. Vous parlez de Phil Bola? Voilà. Il n'est pas togolais, non? Lui n'est pas togolais en fait, mais bon. Il n'est pas togolais, il est entraîneur au Togo. Voilà. Il se met une pression, après il va démissionner. Ouais, il dit qu'il n'a jamais été 4e. Voilà, mais il va être dernier. Non, c'est impossible. Non. Boulessou ne sera pas dernier. Hein. Non, moi je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas pour ce que les gens font et après ils même démissionnent. Voilà. En temps, on nous fallait assurer qui va gagner une histoire la partie. Et c'est un Olufade qui a gagné le qui a marqué le but. Ouais. Ok, merci beaucoup. Oui, à très bientôt. Oui, ce sera tout, non, Pélagie? Ou bien il y a encore un? Il y a encore un qu'on peut prendre, ok. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Messan. Pardon? Messan la TV. Messan la TV, vous nous appelez d'où? Depuis Beklikame. Beklikame, on vous écoute. Je vous remercie pour les émissions de cette matinée. Merci. Beaucoup de remerciements aux côtés de notre coach Leroy. Je voulais parler du journaliste qui avait parlé concernant la sélection des joueurs. Je lui remercie beaucoup parce que moi aussi j'avais l'idée. Il y a les joueurs à l'intérieur du pays qui peuvent faire le travail. Et Claude Leroy s'envoie à l'extérieur du pays pour sélectionner des joueurs. C'est bon, mais il n'a qu'à aussi toucher ceux du pays. Bon, je vous remercie. Merci également à vous. Excellent week-end. Vous êtes le dernier à appeler dans cette émission, dans Samedi Sport du jour sur Sport FM. Merci à Aristide Covidien d'Afrique Info Sport. Merci à Noulakina Borosé, patron de BNB Sport. Merci à Félix Ouala de Foot Chronique. Mohamed Touré, observateur du foot national. On va remercier Angelo Folico et à Grégoire Attignon, Roméo Etor. On salue également Gueuler Inoussa qui nous a appelé depuis le Septentrion. Lui d'ailleurs que vous allez retrouver sur le match AS Bina Agoua cet après-midi et King Agoro sur le match Kakadel voilà, de cet après-midi. Merci à tout ce beau monde et l'homme à Dovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Pélagie Mekoum à la mise en œuvre. On va dire bonjour également à Belo Fasegoa. Tout va bien, non? À très bientôt.